Donc là, je suis chez Guillaume et je suis heureux d'être venu là. Bienvenue. Et donc là, l'idée, c'est on avait envie de passer un petit peu sur, de voir les maraîchers, les gens qui étaient déjà installés, qui sont passés un petit peu sur notre ferme et de voir un petit peu quel était ton modèle, tout ton parcours pour donner toujours des exemples à qui souhaiterait s'installer et de voir en fait qu'il y a plusieurs manières de faire pousser des légumes et des astuces à droite, à gauche qui sont peut-être intéressantes à partager. Bon, tout à fait. Ouais. Bienvenue à tous. C'est vrai que moi je suis installé là, ça fait ma 11e saison. J'ai commencé en 2010 ici à voir les terrains. C'est une création d'entreprise. Du coup, il n'y avait absolument rien. C'était juste une grande prairie et il a fallu tout faire petit à petit. Je viens du monde horticole. Moi, je travaillais en production horticole, en fleurs. Après, j'ai fait un petit BPREA aussi en maraîchage biologique pour avoir la main vraiment dedans. Et là, c'était l'occasion aussi de faire pas mal de stages et de voir vraiment le côté installation. Donc c'est super. La formation n'est pas du tout à négliger. Et donc depuis 10 ans, j'ai commencé en maraîchage biologique depuis le début. En bio classique, au début, je voulais pas d'outils animés, etc. J'avais mes idées un petit peu préconçus sur la façon de travailler et qui ont assez vite évolué en vérité après quand j'ai commencé à vouloir cultiver, à être dedans ou autre, et finalement les outils animés sont apparus assez vite et donc aujourd'hui ça fait donc 11 ans, ma 11e saison. Je suis à peu près les surfaces totales ici en maraîchage, où il y a du maraîchage, il y a 3 hectares de surface totale, mais en cultivé, en vérité, là maintenant on est arrivé à 2500 m² de serre, tout en bitunnel comme ça, de 32 mètres de long. Et puis j'ai cette année 5000 m² de plein champ. 5000 m² de plein champ. J'ai tendance un peu à maintenant à avoir mon espèce d'équilibre, ma routine. J'ai eu cultivé un petit peu plus et je tends presque même maintenant à vouloir diminuer les surfaces. Et sachant que chaque année, par contre, lui, les ventes et le chiffre d'affaires s'améliorent tout le temps. Ça, c'est pour d'autres raisons, c'est pas tant la surface, c'est plutôt le respect du calendrier, savoir bien du coup connaître un peu plus ses plantes, ses légumes, etc. Et puis c'est plus un peu d'avoir moins de ratés. Au début, ce qui pénalise beaucoup, c'est les cultures ratées. On en fait beaucoup et on en rate. Donc ça va mieux maintenant. Il y en a toujours beaucoup des ratés, mais moins qu'auparavant. Et du coup, sur la surface, 2500 de serre, 5000 de plein champ. Et du coup, combien de temps de travail? Du coup, tu bosses seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as des employés? Est-ce que tu as des stagiaires? Comment... Alors, j'ai eu des stagiaires du coup de temps en temps. Là, depuis l'an dernier, j'en ai plus. J'ai fait le choix à partir de l'an dernier d'embaucher quelqu'un sur toute la saison. Donc de mars à octobre, j'embauche du coup un saisonnier, à peu près à 35 heures semaine sur un temps plein. Pour m'aider, sinon je suis seul du coup toute l'année avec un peu d'aide familiale, mon papa qui vient m'aider de temps en temps. Au début c'était juste pour m'aider à faire les travaux parce qu'il y avait tout à construire et de fil en aiguille, un peu de retard sur la plantation ou autre, il s'est mis finalement à mettre les mains dans le jardin. Il vient une demi-journée, un jour par semaine à peu près. Donc ça fait du bien d'avoir de l'aide et puis de ne pas être du coup seul tout le temps. Et maintenant de toute façon j'ai un employé du coup sur toute la saison, sur une longue période quand même maintenant. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Je ne fais pas plus de surface, mais les cultures sont mieux conduites, les choses sont plus faites en temps et en heure, et là ça fait une grosse différence derrière. Les cultures sont plus soignées. Donc là, c'est une installation en maraîchage, mais c'est pas en fait qu'un lieu de production ici, c'est pas que ton exploitation entre guillemets, mais c'est vraiment ton lieu de vie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, on a monté un hangar du coup agricole au début, puis après on a transformé une partie en habitation. Du coup, on vit sur place avec ma petite famille. On est 5 à vivre là, et du coup, c'est plus que juste une ferme. C'est vraiment le lieu de vie. On est tout le temps, avec avantage, inconvénient d'être sur place.
C'est très bien pour la proximité, pour la gestion des ouvrants, ouvrir les pédicètes, les fermer, etc. Pour plein de choses. Mais on ne coupe jamais non plus réellement avec le boulot. C'est vraiment c'est un métier qui est très prenant et qui a tendance à prendre beaucoup aussi de place dans la vie de famille, dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose de très présent. Tous les maraîchers le savent. Et si tu devais le refaire, tu ferais le même choix? Et je ferais le même choix, oui. Je ferais le même choix, oui. Et puis c'est super pour les enfants aussi d'évoluer, de grandir du coup dans ce milieu. Les enfants sont contents d'aller au jardin, de voir plein de choses. Je trouve ça très très intéressant pour eux, quoi. C'est super formateur, quoi. Et pour tirer un peu du coup les grandes lignes, aujourd'hui c'est une ferme du coup qui tourne, qui me permet de vivre, de me dégager un revenu. Il y a beaucoup de travail du coup derrière, mais on arrive du coup à avoir un chiffre d'affaires qui dépasse les 60 000 € maintenant, et avec aussi une petite partie en miel, que j'ai rajouté ça en plus. C'est une activité secondaire. J'ai en parallèle une centaine de ruches, mais qui me prend peu de temps. J'y consacre peut-être un jour par semaine en moyenne sur l'année. Le reste, c'est quand même du coup légumes qui occupent vraiment le plus de place. Donc là, on est devant en fait une coupe de sol que tu as fait peut-être pour un petit peu aménager l'espace. Tu nous parleras peut-être des premiers travaux que tu as fait quand tu es arrivé. Et là, du coup, ça c'est du coup une coupe de sol. Comment t'es sur quel sol et voilà, quels sont les avantages, les inconvénients de ce terroir sur lequel tu t'es installé, quoi. Ici, on est sur des sols argilo-calcaires. On est sur le Causse, le Causse, frontière avec le Causse du Quercy. Et donc c'est assez caillouteux, c'est assez pentu. Ici, on a du relief partout en Aveyron. C'est rare d'avoir des grandes plaines, il y en a très peu. Et donc c'est caillouteux, mais en fait, je suis vraiment dans un fond de vallée. C'est un contexte ici assez particulier parce que je suis dans une petite vallée assez encaissée. Et sur le côté, donc tout le coteau, on a comme ça du caillou. On a pas mal d'argile. Je suis à 44% d'argile, donc ça commence à faire pas mal. Et en sol limonneux, uniquement dans le fond de vallée, donc sur une petite largeur, uniquement là au bord du ruisseau. J'ai un ruisseau du coup qui passe entre les champs. Et alors que tout le reste, dès qu'on monte un petit peu, c'est vrai que c'est plus drainant, c'est plus caillouteux et c'est assez différent. Moi, j'ai des sols qui sont lourds, où il n'y a pas du tout de cailloux là où je cultive, c'est plat, il y a de l'eau, donc c'est chouette, mais c'est lourd, c'est difficile de rentrer, de rouler dessus après des pluies, il faut beaucoup de temps avant que ça ressuie. Donc il y a ces contraintes-là qui sont assez fortes. Je suis très très loin, c'est l'opposé d'un sol sableux où il pleut 20 mm et puis on peut rentrer l'après-midi même ou voir le lendemain dedans. J'ai des collègues qui sont dans ce cas de figure-là, des fois ça me fait un peu rêver. Moi il faut que j'attende 2 semaines, eux ils attendent 3 heures. Mais bon, chaque avantage a ses inconvénients et vice-versa. J'ai de l'eau, j'ai une bonne réserve utile, j'ai un sol qui me plaît, qui est pas idéal mais qui me plaît. Et donc là, on voit ce profil du coup qui est vieux, qui a maintenant 10 ans. J'ai fait un terrassement quand je suis arrivé parce que j'avais une partie de la prairie qui était en pente et le fond qui était plat uniquement. Et pour monter les bâtiments, être vraiment hors zone inondable et puis assez bien exposé et puis pas perdre trop de place parce que la première parcelle fait 1 hectare. Et du coup, on a fait tout un terrassement. Donc c'est assez impressionnant quand on arrive sur un terrain de se dire on avait une belle prairie, on commence à faire venir un tractopelle qui en 2 jours fait des montagnes et des montagnes de terre et tout cassé. Mais bon, je ne regrette pas du tout, il fallait le faire. J'en ferai même peut-être un peu plus long si c'était à refaire maintenant. Et tout ça pour monter un bâtiment parce que le bâtiment de stockage, que ce soit déjà avant tout du matériel, des légumes aussi, l'outil de travail, enfin le bâtiment est important. Il a quand même une place centrale du coup dans une installation. Ça peut être simplement une serre qui sert à cet effet-là, mais moi il y avait vraiment la volonté de vouloir rester ici. C'est pas la location, j'ai commencé avec de l'achat et du coup je voulais construire en dur. Et donc d'où la raison de faire un peu cette grande plateforme. Du coup, les travaux d'infrastructure pour toi c'est vraiment le premier truc à faire. Ben oui, c'est le premier truc à faire, ouais. Si tu en as la possibilité financière en fait, parce que c'est toujours ça la difficulté. C'est toujours ça, ouais. C'est vrai qu'au tout démarrage, quand j'ai commencé à avoir ce terrain-là, je travaillais à l'extérieur
j'ai acheté le terrain et j'ai continué de travailler à l'extérieur pendant presque une année, pendant laquelle je faisais les plans, je faisais venir du coup le terrassement, c'est pas moi qui l'ai fait, mais après le bâtiment, je l'ai acheté en kit, il fallait tout monter, il fallait mettre en place du coup le système d'arrosage, etc. Les premières serres d'occasion que je suis allé chercher à Bordeaux, démonter sur place, transporter, ramener ici. Donc beaucoup de choses en fait qui ont pris beaucoup de temps quand même, beaucoup d'énergie et pendant lesquelles du coup je ne pouvais pas trop cultiver. J'ai commencé la première année à cultiver quand même, j'avais 1000 m² je crois de culture pendant la première année 2010 et j'ai commencé à vendre du coup l'hiver. Le premier hiver je suis arrivé au marché. D'ailleurs c'est une bonne période pour commencer un marché l'automne-hiver parce qu'il y a moins de monde, on peut plus facilement du coup avoir une place et se faire sa place à ce moment-là plutôt que de venir au mois de juillet où tout est plein et on nous trimballe de bout en bout partout. J'ai commencé au marché du coup le premier automne. Mais premier automne, si c'était à refaire là pour le coup, par contre, je pense que je ne ferai pas du tout de culture la première année et je serai 100% concentré sur la mise en place. Et tu Parce que penses la mise qu'il en faut place, ça a une continué. bonne année pour avoir des installations, pour mettre en place un Oh système oui, maraîcher? ouais. Ah ouais. Peut-être plus. Bah, du coup, sur ton sol, tu fais pousser des légumes. Et là, on profite des serres pour s'abriter un peu de la pluie. Et peut-être que du coup, on va les visiter. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu. Là, on est dans la serre à tomates. Ça, donc déjà avant tout, c'est des nouvelles serres. J'ai augmenté les surfaces des serres, j'ai tout doublé il y a 2 ans. Donc j'avais fonctionné avec 1200 m² de serre pendant 6-8 ans, à peu près 8 ans. Ouais. Et il y a 2 ans, du coup, j'ai décidé de doubler la surface de serre, de racheter tout. Ça, c'est des serres qui sont neuves. J'ai acheté neuves, c'est un gain de temps au montage, un petit peu. Et puis finalement, une serre, ça s'amortit assez vite, il ne faut pas en avoir trop peur. Ici, en Aveyron, c'est presque indispensable. Moi, je cultive du coup beaucoup sous serre, comme on a vu tout à l'heure du coup dans les proportions. J'ai la moitié. J'ai 2500 m² de serre pour 5000 m² de plein champ. Et c'est vraiment sous serre que je sors le plus de légumes. Donc là, on est dans une des cultures principales, ce sont les tomates. Tomates rondes rouges, j'ai 300 m² là, de tomates rondes rouges. J'avais 300 m² juste à côté de tomates variées, tomates plus anciennes. Et ça pour la première série. Et j'ai fait même une deuxième série aussi qui prend le relais après coup. Les tomates rondes rouges sont plus endurantes. C'est une plantation à partir de mars, je plante assez tôt. Même si je suis dans un contexte qui est assez froid et lent au démarrage, je cherche vraiment de la précocité pour des raisons de vente et économiques et aussi parce que ça me plaît. Et donc c'est une plantation début mars. Début mars, ici il y avait eu de la mâche et des épinards donc l'hiver dernier. Mais là, du coup, ça, c'est de la culture de mâche. Ça, c'est pas la culture de mâche. Ça, c'est la bâche plastique que j'ai mise. C'est une bâche plastique du coup macro-perforée, là, 12 plans au mètre carré. Ça sera pour les épinards et les salades qui vont venir après coup. J'ai anticipé en fait la pose de plastique parce que depuis quelques années, je fais un système du coup avec plusieurs cultures. Donc au mois de mars, pour repartir au début, donc j'ai mis du fumier, j'ai mis à peu près 20 tonnes hectares pour des cultures comme ça gourmandes, ce qu'on peut appeler tête de rotation des fois. Donc il y a de la fertilisation, il y a du compost de déchets verts qui est assez composté avec un C sur N très bas malheureusement. J'aimerais quelque chose de plus carboné pour la vie du sol, mais là le compost il augmente plus, c'est plus un humus stable et ça monte mes taux de matière organique. Ce que je cherche aussi, mais ça ne suffit pas. Et j'ai aussi apporté du BRF en surface. Qu'on peut voir ici. C'est vraiment là c'est un matériau du coup qui vient d'un élagueur, d'un copain du coup qui me file ça gracieusement quand il a de ses chantiers. Et c'est super, ça pour le coup. Et l'idée du BRF que j'ai laissé en surface, c'est essayer d'apporter un équivalent de 20 tonnes de matière sèche par an pour stimuler la vie du sol. Et on peut directement du coup regarder quelque chose d'assez intéressant. C'est que quand on soulève un peu le plastique, on se rend compte qu'à chaque goutteur des tomates, on ne voit plus le BRF. Tout a été du coup mangé, c'est des turicules de vers de terre partout. Donc là où il y a eu de l'eau toute la saison,
en fait, ça fait des ronds où tout le BRF a été transformé et c'est les vers de terre qui ont remonté la terre. Et c'est assez, ça tranche assez avec à côté où il y a eu moins d'arrosage, pas en permanence. Donc ça, je m'en suis rendu compte en fin de saison, j'étais assez content parce que dans ma démarche, j'ai pas du coup été toujours dans cette dynamique de sol vivant. L'agronomie m'a toujours beaucoup plu. J'ai commencé avec la méthode Érodi qui faisait un petit peu, qui était on va dire à la mode, enfin qui l'est peut-être encore, je ne sais pas, c'est pas vraiment une mode, mais qui était plus répandue à mon installation en 2010. Et la méthode Érodi, en fait, si je viens juste aux résultats, aux conclusions, c'est que j'avais un sol, une vieille prairie, donc avec un taux de matière organique qui était correct, qui était du coup à 3% au démarrage, et sur un sol froid, argileux, un peu lent. Donc la stratégie était plutôt d'apporter des matières fertilisantes qui stimulent un peu la décomposition, la vie du sol, pour avoir un effet un peu boost pour les légumes, qui sont quand même des cultures hyper gourmandes. Le légume, c'est ce qu'il y a le plus gourmand, au-delà même du maïs ou d'autres cultures qu'on peut voir ailleurs, surtout qu'on enchaîne les cultures dans l'année. Donc c'était la stratégie pendant assez longtemps, de ne pas apporter trop de matière organique brute, et maintenant c'est tout à fait l'inverse. Et ça fonctionnait quand même, toutefois, sous serre, à force de mettre plutôt des matières fertilisantes du commerce et du travail du sol, eh bien, on se retrouve à avoir un sol qui peut être plaisant, ça ressemble à un couscous, c'est très léger, mais la vie du sol tend à disparaître. Et en fait, c'était il y a 3-4 ans, à l'automne, à cette période-là, là on est donc mi-septembre, on peut se rendre compte du coup dès que c'est humide, il y a des vers de terre, il y a des tubercules partout, juste à l'entrée de la serre, là on est dans la prairie, et dans la serre en fait, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce qu'ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de carbone, parce qu'il y a du travail du sol, et donc j'utilisais quand même parfois un petit peu de compost, mon compost que je me faisais, mon compost que je faisais, et puis je me rendais compte en fait finalement que dans mon sol, il y avait la partie minérale et la partie matière organique qui étaient présentes mais qui n'étaient pas associées. Il n'y avait pas vraiment ce qu'on peut appeler de complexe, de liaison, de colle dans tout ça, et que ça faisait comme deux entités qui étaient un peu séparées, un sol que je trouvais plus artificiel, et c'est ce qui m'a encouragé encore plus du coup à aller vers d'autres façons de cultiver. Et là où j'en suis maintenant, donc, c'est essayer d'apporter du carbone brut en surface, voire de l'incorporer si je complète du coup en azote. Et donc là, c'en est un exemple, celui-ci. Donc ce BRF, c'est pas énorme, 1 à 2 cm de BRF en surface. Ça fait la fraction, les besoins de la vie du sol. Nouchka, file. Et il faut un petit peu de temps. Je me suis rendu compte il y a 2-3 ans, oui, les premiers apports de matière organique, donc c'est du compost de déchets verts. Je l'ai mis en surface, j'ai cultivé toute une saison, il y avait de la tomate, il y avait aussi d'autres cultures, et j'avais été un peu déçu à la fin d'une saison comme ça, d'une culture longue d'été, avec de l'arrosage sous serre, avec quelque chose du coup d'assez actif. Mon compost du coup n'avait pas évolué, j'avais ma couche de compost en surface et rien ne bouge. Je m'étais dit mince quand même, ça démarre pas, ça part pas vite. J'ai laissé comme ça sans travailler le sol. L'hiver quand même il y a eu un petit peu plus d'activité, on commençait à avoir du coup davantage de vie, d'attaque un petit peu, de champignons divers et variés pendant l'hiver. Au printemps c'était un petit peu mieux. Mais me manquait toujours la partie vraiment carbone brut. Et ça a été, j'ai fait, pas une conversion, mais des essais qui étaient un petit peu ratés finalement, où j'étais déçu. Parce que... c'est quoi tes erreurs? Les erreurs, les manquements, c'était le manque de carbone. C'était apporter un matériau qui est déjà très composté. En fait, la vie du sol n'en veut plus. Dans le compost, il y a déjà une montée en température. Le carbone, on va dire facilement attaquable par la vie du sol, a été déjà brûlé et consommé. Un C sur N très bas dans ce que je reçois. Je me fais livrer du compost avec un C sur N entre 10 et 15. Donc, c'est presque un engrais plus qu'un amendement. Engrais, du moins pour la culture, ça ne va pas pénaliser. Je ne remarque aucune fin d'azote.
voire même je peux nourrir ma culture avec, et ça m'augmente mon stock quand même de matière organique du sol. Et au fur et à mesure, je suis passé quand même de 3%, là on est à 6% dans les serres. Ok. On était à 6% au début des apports de matière organique. Apport, quand je dis apport, les premiers c'était de l'ordre de 50 tonnes hectares que je renouvelle tous les ans. Et même des fois 100 tonnes hectares. Donc 100 tonnes hectares, ça monte le point, au moins un point de matière organique dans la saison, sur un matériau comme ça. Sur un matériau avec un C sur N comme ça très bas et un humus stable. Donc là, je pense qu'on doit être du coup au moins à 7% de matière organique. Sachant que je vise entre 7 et 11. Parce que j'ai un sol qui est quand même très argileux, qui est à 44% d'argile. Et il semblerait du coup qu'il faille 1/6 à 1/4 de la fraction d'argile en matière organique. Donc j'ai encore de la marge, je vise autour de 10%, ça serait top. Et les premiers freins que j'ai eus du coup dans cette conversion, parce que je travaillais donc avec le tracteur, du travail du sol, on va dire quasiment à chaque culture, chaque implantation, et surtout chaque fin de culture, c'est là où finalement le travail du sol sous serre, il n'est pas réellement nécessaire pour avoir un sol, pour la structure du sol, mais davantage pour nettoyer une fin de culture et préparer une plantation suivante. Je cultive beaucoup sur bâche plastique et la bâche plastique, elle demande d'avoir quelque chose d'assez plat, assez bien formé pour mettre la bâche, qu'il n'y ait pas des trous et des bosses partout, pour avoir une planéité. Et afin de planter les mottes, etc., d'avoir un arrosage du coup qui soit assez homogène. Et finalement, c'est plus pour nettoyer une fin de culture, des salades qui ont été coupées repartent si on laisse le trognon. Donc j'avais ces premiers soucis-là. Je me dis, bon ok, pas travailler le sol, ça ne me dérange pas tant. J'ai ma structure, surtout que sous serre, il n'y a pas beaucoup de compaction. Les forces de compaction sont faibles. Je suis tout en planche permanente. Toutes mes planches font la même taille. J'ai cultivé sur 1,30 m de large par 32 mètres de long. Et que ce soit en plein champ comme sous serre, tout est standardisé de ce point de vue-là. Et c'est bien pratique quand tu utilises des bâches, des gouttes à gouttes et des filets. Pour moi, du coup, je trouve ça très pratique. Et un 30, c'est par rapport à ton tracteur, c'est ça ton outil? C'est ça. C'est les outils tracteurs, l'anthrax. Et du coup, tu arrives à rentrer dans les serres là avec le tracteur Ouais. par là-bas? Ouais, je traverse toutes les serres au tracteur. Ouais. Là, sur la tomate, du coup, tu apportes ce que ton sol a besoin. Oui. Les planches permanentes ont été formées en fait en tous les cas dessinées par l'espacement du tracteur. Oui. Et donc là, avant d'implanter la tomate, tu as mis un film plastique qui prévoit déjà la culture d'après. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est déjà... Oui, c'est ça, c'est vrai que... Tu vois pour en fait diminuer toutes les opérations de déplacer qui peuvent être inutiles. Donc là, dès que les tomates elles sont finies, tu enlèves tes tomates et tu peux repiquer ta mâche ou tes épinards. Je sais pas ce que tu vas y mettre, mais... C'est ça l'idée. Et il y a aussi, à la plantation des tomates, je plante aussi en même temps des verdurettes, ce que j'appelle les verdurettes au printemps, parce que vraiment, pour moi, là où j'ai le plus besoin de surface de serre, c'est le printemps. En plein été, on peut pas non plus, je ne vais pas avoir 2000 m² de tomates, je ne saurais pas où les vendre. En plein hiver, je suis sur tout ce qui est verdure, salade, mâche, épinards et un peu de choux. Si je remplis tout, c'est pareil, j'atteins un peu ma limite de commercialisation. Par contre, au printemps, j'aurai encore plus de serres que je les remplirai et ça serait génial. Et au printemps, maintenant, ce que je fais, c'est qu'en même temps que je plante les tomates sur la même bâche, je vais mettre ici sur le rang du bord, partout sur tous les flancs, en fait, il y a eu des cultures. Avant même de ramasser la première tomate, presque la serre a déjà vu passer toute une culture. Donc même si je ne suis pas sur 5 ou 6 rangs par planche de salade, j'ai quand même 2 lignes par planche, ce qui me fait c'est déjà pas si mal, ça fait à peu près 200 salades par planche, pendant la même culture sans prendre de place autre. Et là, les cultures qui vont bien, il faut des cultures à cycle assez court. Ce qui réussit assez facilement, c'est les choux raves, le fenouil, les betteraves, pour faire de la betterave botte. Tout ça en mini-motte, tout ça planté en même temps que la tomate. Et ça pourrait même être de préférence planté 1 à 2 semaines auparavant. Ça serait mieux. Cette année, je n'ai pas réussi à le faire, mais si on pouvait le faire, ce serait même un petit peu mieux. Et donc je plante le rang du bord
et d'autant plus que ce sont des serres, donc des cultures précoces. Je plante ça début mars, ici il fait froid en début mars. Donc tout est sous arceau, donc je refais des chenillettes sous la serre. Et donc des chenillettes avec soit 1 ou 2 P17 s'il fait très froid, ou une bâche plastique pleine 60 microns. Et là pour le coup c'est génial parce que je peux gagner 7 degrés par rapport à dehors. Donc c'est-à-dire que là cette année encore, au mois d'avril, il y a eu des températures de -5 et sous chenillettes, sous serre, ça n'a absolument pas gelé du tout. Ça passe très bien, j'arrive à aller jusqu'à 7 degrés, soit avec 2 P17 ou soit une bâche plastique. Et là, un grand gain de temps, une bonne astuce aussi qui m'a été donnée, c'est lorsqu'on installe du coup ces systèmes-là en serre, ou ça peut même être dehors, mais en serre c'est plus facile, c'est je tends, donc je travaille à la planche, donc un voile par planche, un voile de 2 mètres, bien tendu sur les bords avec une ficelle, une amarre, tout est très bien tendu. Et comme il me faut pour éviter la surchauffe, je les ouvre tous les matins, je les ferme tous les soirs, c'est assez contraignant, c'est beaucoup de boulot. Mais je me contente maintenant d'aller au milieu de la serre, d'attraper le P17, le plastique, de le monter. J'ai un système avec un crochet, juste un fil de fer tordu, et j'accroche le plastique. Et finalement, ça fait une cheminée où l'air chaud est souvent au milieu, une cheminée avec l'air chaud qui s'en va. Les bords, les extrémités peuvent être un petit peu encore fermés, mais ce n'est pas du tout gênant, c'est les extrémités de la serre. Ce qui fait que j'enjambe de planche en planche et ça me prend 2 minutes pour ouvrir mes 10 planches et fermer mes 10 planches le soir. Et le voile reste propre, il ne touche jamais le sol, donc on entretient mieux le matériel. Et c'est vraiment très pratique de fonctionner comme ça. C'est un gros gain. Auparavant, je mettais des voiles à plat et puis après je me suis dit tiens, pour économiser du temps, je vais prendre des voiles qui font la largeur de la serre, des voiles de 10 mètres. Et à deux, on arrive du coup à les tirer, à les rabattre et compagnie, mais c'est assez contraignant. J'utilise beaucoup les voiles au printemps pour me protéger justement du froid. Et finalement, cette technique-là est bien plus facile et c'est vraiment très bien. En plus de ça, cette année, ouais, c'est ce que tu viens de voir, j'ai aussi essayé, c'est un essai, de mettre un P17 au plafond sur les barres de culture pour, encore une fois, pour ce gain de température potentiel. Pour éviter les brûlures aussi l'été? Ouais. Alors normalement, il est quand même conseillé de le mettre quand les périodes sont froides et puis dès que les risques vraiment de grand froid sont passés, de l'enlever pour gagner en luminosité. Toi, tu les as pas enlevés là? Là, je les ai pas enlevés. Et par contre, j'ai pas non plus parce que j'ai juste cette serre-là qui est équipée comme ça du coup de P17 sur les barres de culture. J'ai pas réellement trouvé de différence avec la serre d'à côté qui n'en avait pas. Sauf la journée, dès qu'il y a un peu de soleil, c'est vrai que ça doit refléter ou faire rebondir, je ne sais pas comment on dit, des ultraviolets, infrarouges, je ne sais pas trop. Mais on a une ambiance quand même du coup qui chauffe plus vite aux premières rayons de soleil, mais la nuit, réellement là où j'en ai besoin, ça n'a pas été très significatif le gain. Tu as fait des mesures de température? Ouais, j'ai fait des mesures de température, ouais. Dans quasiment chaque serre au printemps, j'ai des thermomètres, j'ai des sondes. Et tu gagnes pas en fait. Et tu n'avais pas mis les arceaux en dessous, tu ouais, c'est ça, clairement je gelais, ouais. Et avec le voile au-dessus, j'ai pas remarqué vraiment de grande différence. Peut-être il y en a une, je suis passé un peu à côté, mais en tout cas c'est pas spectaculaire. Par contre, alors c'est vrai que là en fin de saison, donc là je suis proche de l'arrachage, les plants de tomates ils sont au bout du bout. Et bon, l'année a été quand même assez humide, il n'y a pas eu de grosses montées en température. Je suis équipé d'ouvrants latéraux et j'ouvre tout. Je suis pas monté au-delà des 40 degrés, donc c'est plutôt bien. L'année a été grise, et ce que je voulais du coup dire, c'est que j'arrive à avoir cette année des grappes de fruits en fait en hauteur, à 2 mètres de haut. J'arrive encore à avoir des grappes de 3, 4, 5 tomates. Et ce qui est assez rare, en général, j'ai des fleurs qui coulent, surtout à cette hauteur-là. J'ai un plant du coup qui a moins de force, qui tend à fatiguer avec le temps. En général, du coup, en août, ça se calme un petit peu. Et je dégrade de plus en plus petites. Et cette année, ce n'était pas le cas. Cette année, ça s'est bien passé. Alors, la raison, c'est difficile à dire. C'est vrai que c'est sûrement la condition quand même météo de cette année. Il y a peut-être aussi le voile quand même qui a aussi évité des grosses montées en température. Ça peut aider aussi. Est-ce que tu as fait des mesures de température
au printemps pour le froid, mais est-ce que tu as pris des mesures en plein août, ou en plein fin juillet, en canicule? Bon, là, on n'a pas eu trop, mais Ouais. est-ce que tu as pris des mesures pour voir s'il y avait une différence avec l'autre serre où tu n'avais pas mis les voiles d'hivernage là sur les barres de culture? Bah là, j'ai une sonde, un thermomètre, du coup, avec une alarme qui me prévient dès que je dépasse les 40 pour m'alerter, me faire peur. Je sais pas trop quoi y faire, à part faire un peu d'aspersion. Et c'est vrai que je suis très peu monté au-delà des 40. Dans cette serre-là, comparé aux autres, est-ce qu'il y a eu une différence? Je veux pas trop m'avancer. Et intuitivement, qu'est-ce Oui, que tu as ressenti? j'ai l'impression que oui. Ok. Ouais. J'ai l'impression que oui. Et ouais, j'ai l'impression que oui, que ça déterminant y fait. dès qu'on dépasse les 38-40, ça pousse plus, quoi. Clairement, ouais. Ouais, la tomate, elle aime pas avoir froid, mais elle aime surtout pas avoir trop chaud, quoi. Au-delà de 28, je crois qu'elle s'arrête de pousser. Les stomates se ferment des feuilles, et la tomate arrête de pousser et c'est fini. Donc, enfin, c'est fini. Et au-delà, après peut-être de 35, 40, etc., les fleurs commencent à couler. Donc, c'est vrai que c'est vrai qu'il ne faut pas monter du coup trop haut du tout. Et on va continuer sur la tomate. La tomate, j'ai essayé des plants greffés. Et là, cette année, j'en ai pas refait. J'ai comparé de différentes années, des plants greffés, des plants pas greffés sur la même variété, plantés en même temps. J'ai du mal à trancher. Ce qui est vrai, c'est que le plant greffé, il coûte quasiment 2 euros, 2 € le plant. On part sur 2 têtes, donc ça, on en plante 2 fois moins. Mais je suis équipé, je fais tous mes plants. Ici, je fais tous mes plants, 100% de mes plants cette année. J'en ai pas acheté un seul. Et là, donc, c'est tout du plant franc, avec ma graine pour une grande partie des tomates. Donc c'est les semences paysannes, là. Tu fais pas de F1 ou... Il y a aussi du F1. Il y a pas mal de semences paysannes. Je récupère mes graines, on peut s'amuser à plein de choses. Il faut essayer d'être assez curieux. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc là, on est dans une serre où il y a des épinards et des choux. Ouais. On a des épinards et des choux. Et là, ici, il y avait des tomates. Donc c'est vraiment la suite d'à côté. Là, on était juste à l'instant. Là, c'était les tomates, donc variées, les tomates type anciennes, qui ont été arrachées mi-août. C'est des tomates qui sont moins endurantes, que je garde moins longtemps. Et donc, on est sur le même principe. C'est la même bâche qui a été posée pour les tomates et aussi pour la culture de ce que j'appelle les verdurettes. Dans les verdurettes, j'avais oublié aussi de préciser que je mettais du persil et du basilic qui se plaisent très bien au pied des tomates. Ils aiment bien du coup avoir beaucoup d'eau, avoir de la chaleur et puis ils sont assez à l'ombre. Du coup, on n'a pas trop de montée à fleurs, moins du moins, et pas mal de végétation. Donc ça marche assez bien. Là, c'était exactement pareil sur les bords. Donc il y a eu des cultures au printemps sur cette bâche-là. Ce qui est pratique de faire, ce que j'ai tendance aussi à faire, c'est qu'une fois que la culture elle est finie, c'est souvent le moment d'attacher les tomates. Donc là, ça met 1 mois et demi à peu près. On va dire qu'au mois de... à partir de fin avril, voilà, par là, je vais ramasser mes salades, mes choux chinois, mes fenouils, etc. Et une fois que les trous donc sont finis, je coupe à ras. Et il m'arrive de mettre des toiles hors sol ou des bâches plastiques qui prennent l'allée et qui remontent un peu sur les bords. Parce que mes rangs de tomates sont plus au milieu. Et afin de nettoyer, de désherber, c'est assez pratique. On pourrait aussi imaginer faire un apport de carbone ici plus brut dans les allées, ce qui serait pas mal du tout pour la tomate. Ça permettrait de niveler. Je récolte tout au chariot, au pouce-pouce. C'est quelque chose que j'ai envie d'essayer pour l'année prochaine. La ressource est limitée et c'est ça mon problème, mais on va essayer de trouver. Et donc à la suite de ça, j'ai arraché les tomates. Donc là c'est plus long parce qu'auparavant, je reculais avec le tracteur la bennette, je coupe toutes les tomates, je charge la bennette, c'est un peu plus mode bourrin. Là, il a fallu faire un peu plus attention. Donc j'ai arraché toutes les tomates à la main, j'ai en même temps désherbé un peu, il y avait un peu de liseron ou autre, et en essayant de ne pas trop aller esquinter les bâches. Et le jour même, je crois que... Donc ça ne m'a pas pris tant de temps que ça, là, à peu près 2h30 d'arrachage. Et après, on peut rajouter 2-3 heures pour tout évacuer de la serre. Ou simplement, je coupe, j'arrache d'abord, je laisse sécher une semaine, comme ça, du coup, une semaine, non, même pas une semaine. Je laisse sécher quelques jours. Comme ça, la tomate, elle perd beaucoup de son poids, de son eau. C'est beaucoup plus facile pour tout évacuer. Après, je coupe les fils, j'évacue tout de la serre. Je mets au compost. Une fois composté, les fils, c'est facile à récupérer au croc. On peut les récupérer sans problème avec les petits anneaux qui sont en bas. Et là, je viens du coup planter mes épinards en mini-motte directement dedans. T'as pas osé mettre tes tomates directement dans les passe-pieds? Non, parce qu'il y avait vraiment quand même, ça fait beaucoup de végétation. Pour circuler ou pour des questions de peur de maladie ou... Non, plus pour circuler, plus commodité. Je crains pas trop les maladies, on va dire laisser les déchets
de tomates. Pour moi, quand les conditions sont réunies, le spore du mildiou germe. Quand il ne l'est pas, ça ne germe pas. J'ai fait d'ailleurs au passage de l'aspersion sur tomates quasiment toutes les semaines. Tous les week-ends, je fais 1 à 2 heures d'aspersion sur tomates sans que cela pose trop de problèmes. Mais tu as aussi des gouttes à gouttes. Et j'ai aussi des gouttes à gouttes. Alors comment tu gères en fait ton irrigation? Quel est le comment tu décides de dire j'asperge ou je fais de l'aspersion ou je fais du goutte à goutte, et combien d'eau t'apportes à tes tomates par mètre carré en plein été et puis ça maintenant marche, Globalement, quand je l'implante, j'arrose que par aspersion. Pendant longtemps, pendant plus d'1 mois, je fais que de l'aspersion, histoire d'avoir un plein d'eau du sol et une humidité partout, pour que les racines aillent vraiment s'implanter partout, qu'elles ne soient pas limitées sur une zone, sur un goutteur. Ça, je le fais tant que la tomate, finalement, tant que je ne récolte pas encore ou que je n'ai pas des grappes bien formées. Jusqu'au stade 3-4 grappes, généralement, ça va jusque-là. Et c'est 100% aspersion, la tomate, du coup, s'implante bien et a un bon enracinement. Après, quand il commence à y avoir beaucoup de végétation et beaucoup d'humidité dans les serres, c'est vrai que je passe plus en goutte à goutte toute la semaine. Au début, c'est à peu près 1/4 d'heure par jour. J'ai des programmateurs dans la serre. Pour les tomates, tout est assez automatisé. Et plus ça avance, j'ai les serres qui sont équipées de tensiomètres. C'est assez pratique. Du coup, je mesure vraiment mon humidité du sol à 15 et 25 cm. Et du coup, j'adapte un peu mes irrigations en fonction des données du tensiomètre. On pourrait s'en passer, mais depuis que je les utilise, c'est vrai que je suis assez surpris. L'arrosage est beaucoup plus dépendant finalement des conditions extérieures. Une semaine où il fait gris, je vais vraiment réduire drastiquement. Dès qu'il fait beau, on se rend compte que finalement les tensiomètres, il m'indique du coup que le sol il sèche très vite. Du coup là j'arrose plus. Et depuis que je fais ça, j'ai quand même des cultures qui sont en bien meilleure santé. Le faire de visu sur la plante quand on commence à voir qu'un plant de tomate il a soif, franchement ça fait déjà très longtemps que c'est trop tard. Et moi je remarque, il n'y a pas une seule fois de la saison où le plant de tomate réellement j'ai vu des signes de manque. Et après, en plein été, ça peut monter jusqu'à 40 minutes de goutte à goutte par jour, avec une aspersion le samedi ou le dimanche. Souvent, je fais une aspersion d'1 heure en fin de matinée, une fois que vraiment que la rosée, si éventuellement il y en a, ou que le feuillage du coup de la nuit ait eu le temps de sécher, pour ne pas prolonger la durée d'humectation du feuillage. Donc le matin, à 9 h, 10 h, le feuillage est sec, on peut lancer les aspersions. Et je fais ça pendant 1 heure, histoire de refaire un peu des pleins d'eau du sol, de corriger les défaillances du goutte à goutte, parce que le goutte à goutte il est dessous, des fois ça peut se boucher, c'est pas non plus idéal, c'est pas tip top, et donc j'ai tendance à faire ça. J'ai pas de maladie plus que ça, j'ai plus d'ailleurs de problèmes de cladosporiose sous serre que de mildiou. C'est rigolo, j'ai une variété qui est résistante à clado et l'autre qui est résistante au mildiou, enfin des tolérances. Et finalement, Paola qui est résistante du coup à la clado, c'est celle qui a le plus beau feuillage, et Maestria qui a des tolérances avec qu'est-ce que j'ai dit ? Avec le mildiou, c'est ça. Celle-ci est beaucoup plus malade parce que j'ai des problèmes plus de cladosporiose, vu que j'ai des grosses densités, des grosses densités de densité courante sous serre, à 2,2 à 2,5 bras au mètre carré, c'est des équivalents. C'est ce qu'on retrouve à peu près partout sous abri en tunnel. Donc pour l'arrosage, voilà, ça se passe à peu près de cette façon-là. Et là maintenant à l'automne, du coup j'ai beaucoup réduit aussi les arrosages. Je suis à 10-15 minutes par jour et je coupe dès qu'il pleut. J'adapte vraiment. Donc là on va dans une autre serre et on va voir un petit peu différentes planches, différents itinéraires. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe par ici quoi? Ici, j'ai 1/4 de ma surface sous abri qui l'été est libre. J'arrive du coup à caler des engrais verts ou des couvertures du sol. Et ce que j'ai fait ici comme test, c'est que j'ai mis beaucoup de tontes de gazon que j'ai pu recevoir, un petit peu de BRF, ce qui me restait en quantité, et j'ai bâché ça pendant 2 mois. Il y avait de la carotte primeur ici, donc qui a été récoltée au mois de mai, c'est ma 2e série. C'est planté semé février, récolté en mai, un peu même qui dépasse. Et j'ai voulu faire un apport de carbone. Au lieu de faire un engrais vert, j'ai un comparatif, j'aurai un engrais vert là-bas, là où il y a maintenant les épinards. Et ici, l'idée c'était de mettre du gazon, un peu de BRF, de bâcher intégralement avec une bâche d'ensilage toute la serre,
pendant à peu près du coup 6 semaines, d'ouvrir et de venir implanter et de faire un essai un peu sans plastique. Moi, j'ai du plastique partout, à part ce que je sème, donc les navets, les carottes. Sinon, tout est sur plastique. J'essaye un petit peu du coup d'autres façons de faire. Là, il ne devrait pas y avoir trop d'herbe. Et donc, c'est rare, mais ça arrive quand même un petit peu. Donc, on a du chou pok choy, du chou pet sai, qui a très bien démarré, là, qui est parti, qui est planté depuis juste quelques semaines. C'est tout frais et c'est en train de démarrer plein pot, il n'y a pas de problème. J'ai voulu aussi semer de la mâche parce que je fais beaucoup de mâche l'hiver. Donc là, c'est les premières séries. Il va y en avoir beaucoup jusqu'en novembre. J'en sème tous les 15 jours et j'en plante tous les 15 jours. Et j'ai voulu faire aussi un essai de semis parce qu'une fois bâché, normalement, on a quand même du coup très peu d'herbe pour limiter un peu la consommation de terreau à outrance parce que la mâche, je la plante tous les 15 par 15. Une motte de terreau partout, ça en fait quand même des quantités. J'ai 2000 mottes par planche de 30 mètres, ça fait du terreau. Donc il y aura un essai qui a été fait, sauf que dans le gazon, là comme on peut voir, il n'est pas trop dégradé. Venir rentrer avec mon semoir là-dedans, bah, honnêtement, je ne sais pas faire. Donc ce que j'ai essayé de faire, avec du BRF, ça poserait moins problème, mais du moins il y avait beaucoup de gazon, de tonte que je récupère des élagueurs, et ça c'était un peu contraignant. Donc j'ai essayé de passer le broyeur dessus pour essayer de le rendre les brins plus petits, plus courts pour entrer mon semoir. C'était limite. J'ai finalement passé un coup de fraise en surface, essayé de rester dans les 10 cm. J'arrive pas à faire moins honnêtement, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, parce que j'ai pas de roue de terrage ni de rouleau derrière. Donc sur ma fraise, il y a des disques devant qui me façonnent les buts, mais c'est très dur d'avoir une hauteur vraiment limitée. Et une fois, du coup, en petite incorporation, j'ai pondu donc 2 bennes de compost. 2 bennes de compost, c'est 300 m3 hectare en équivalent. Et j'ai semé dedans. Alors, il y a un petit peu d'herbe pour la mâche. Il y aura un peu de désherbage. Est-ce que le désherbage sera moins important que le temps que je vais passer à la plantation? Peut-être. Peut-être que ça se vaut finalement. On verra la récolte. Ça, c'est un essai. Et pour les premières salades ici… Donc là c'est pour l'itinéraire semi-direct. Ouais. Mais alors si je reprends les autres planches, là il y avait culture primeur de carottes. Oui. Une fois mi-mai, tu as fini avec tes carottes, tu as mis de la matière. Ouais, et j'ai bâché. Tu as bâché. J'ai arrosé. Occultation, Ouais. bâchage. Ouais. Non, ouais, bâchage par occultation, arrosage. Et là, tu viens de débâcher il n'y a pas longtemps. Ouais. Et du coup, tu as repiqué des mini-mottes dans ton sol qui était propre, avec ton mulch qui était encore là. Ouais. Et du coup, comment tu t'y prends pour le repiquage des mini-mottes? Est-ce que tu as un poinçon? Est-ce que tu fais ça à la main? Tout est souple? Comment tu gardes les espacements? Tu fais ça à l'œil ou c'est quoi ta stratégie pour être efficace dans le repiquage des mini-mottes? Ouais, c'est pas évident. Pour moi, du coup, c'est quelque chose d'assez nouveau. J'ai tendance à mettre des bâches qui me font tout ce boulot-là d'espacement, de densité. Et avec un travail du sol, on écrase la motte dedans. Là, c'est pas le cas. Le temps de plantation, il est x2. Au lieu de mettre 1 heure pour planter à peu près 500-600 salades sur une planche, je passe à quasiment 2 heures parce que je dois écarter la matière organique. Donc j'utilise pour ça une petite langue de chat, les outils de maçon, là, de plâtrier, maçon, je ne sais pas, que j'ai un petit peu légèrement retaillé. Et simplement, du coup, je fais un geste en plus. Donc je viens ouvrir, écraser ma motte dedans et lever. Et mine de rien, ça me prend 2 fois plus de temps parce que normalement, dans une terre du coup plus facile, je casse mes mottes, je plante à 2 mains, alors que là, finalement, j'ai une main qui est prise par l'outil, donc je vais moins vite. Et pour les espacements, c'est à l'œil? Et les espacements, ouais, c'était à l'œil, ouais. J'ai tiré un cordeau pour essayer d'avoir une ligne droite et après je me suis calé sur celle-ci. Et j'essaye d'optimiser un petit peu l'espace. J'aime pas casser mes buts, moi, l'hiver, sachant que je suis en terrain quand même du coup assez lourd, avec une nappe qui est pas loin et des risques d'inondation potentiels, avérés. Et donc j'aime pas tout casser, tout mettre à plat pour pouvoir cultiver les allées, ce qui est tout à fait possible. Mais simplement je viens rajouter des lignes là vraiment au flanc de ma butte, de la salade, des choux chinois ou autres. Je pourrais même presque planter dans le passe-pied. Pour ce genre de culture-là, la compaction n'est pas trop limitante et ça me fait des cultures qui marchent bien. Normalement le chou chinois, donc j'aurai que 3 lignes, et je peux rajouter une ligne là parce que j'avais un peu plus de plants, de la salade là. Donc j'essaye quand même d'augmenter la surface de culture en gardant mes passe-pieds sans casser mes buts.
L'idée, c'est quand même, j'essaye au maximum de garder ces planches permanentes. Celles-ci, je ne veux pas les travailler pour l'année prochaine. Je veux du coup garder ça et pas les travailler, les garder en planche surélevée avec les passe-pieds identifiés, planches de culture identifiées. Mais là, si on repasse dans un mois, on aura presque l'impression que c'est du temps plein. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que ça va, il y aura juste de quoi mettre le pied en fait. Entre. Et ce qui est assez rigolo, c'est que celle-ci, donc j'ai passé le broyeur pour essayer de réduire les brins aussi, comme les autres. Et là, ici, pas du tout. Et on peut voir que l'enherbement n'est pas le même. Là, il y a plein de petits mourons qui commencent à germer un petit peu partout. Là, j'en ai quand même beaucoup moins. Donc, je n'ai pas encore désherbé une seule fois. Là, ça va être le moment quand même de venir désherber un petit coup. Là où en fait, finalement, c'était graduel. J'ai plus travaillé là-bas et de moins en moins jusqu'ici. Et là, pas du tout. Et partout où j'ai plus remué la terre, j'ai plus d'herbe. C'est flagrant. Il n'y a pas photo. Et là, je vois pas mal de liserons, bord de serre, mais à l'intérieur, là, je vois même là au milieu un petit peu. Ici, là, t'en as plus, mais c'est comment t'en es venu à bout? Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient pas? C'est quoi le... Il revient peu parce que y a eu un bâchage assez longue durée. Et puis, régulièrement. Et puis donc il y a eu donc des carottes en février il y a un an ici il y avait aussi de la salade des choux chinois qui était inversée, il y a des petites rotations, mais bon la verdure de toute façon revient beaucoup l'hiver et c'était des plantations sur bâche plastique. Donc ce que je me suis contenté de faire, c'est à la fin de la saison d'enlever, c'est la première fois d'ailleurs du coup que je désherbe des cultures, que je désherbe justement des planches sans culture. Ça c'est à cause des formations maraîchage sol vivant. Autrement j'aurais pas l'itinéraire plus classique, c'est à la fin d'une culture de salade ou chou chinois, on passe un coup de fraise, ça refaçonne, on a quelque chose de propre, on remet la bâche et on replante. Là à la fin de la culture de salade et chou chinois, j'ai enlevé les bâches et il y avait un petit peu d'herbe, donc il y avait un petit peu de liseron comme tu dis, qui avait quand même pris dans les trous de plantation. Donc j'ai désherbé à la main, il n'y en avait pas beaucoup, ça allait quand même relativement vite comme c'était des cultures sous paillage plastique. Et j'ai semé la carotte directement dedans sans travail du sol aucun. Et ça a très bien fonctionné avec beaucoup moins d'enherbement qu'auparavant. Maintenant sur les cultures semées, je fais tout pour ne pas avoir travaillé le sol avant le semis. Maintenant, tu te dis un peu de désherbage, ça peut me faire économiser beaucoup de levée d'adventice. Exactement, ouais. Et finalement, quand on est en agri-bio, on va dire classique, une des premières choses du coup qu'on peut essayer qui donne de bons résultats sans tout remettre en question, sur tout ce qui est semis, c'est simplement quand on utilise des bâches plastiques, on enlève la bâche plastique, la culture. Si des fois on est en saison poussante, qu'il y a des trognons de salade, on prend le temps de recouper un deuxième coup au ras de la terre pour ne pas avoir des repousses de salade ou autre culture. Donc c'est un petit effort à faire supplémentaire, mais qui évite un travail du sol, qui évite des repousses. Et là on vient semer la carotte et en fait on a un faux semis. On a eu comme une occultation, une bâche d'ensilage pendant très longtemps. Et la carotte n'ayant pas du coup des gros besoins, ou si on a envie de fertiliser en surface, on peut tout à fait fertiliser si le besoin en est. Et tout ce qui est semis de carottes, maintenant, c'est le plus loin possible du dernier travail du sol. Alors que c'est complètement contraire avec ce que j'ai appris moi en formation, que ce soit du coup en horticulture, en BPREA, la carotte, c'est hyper exigeant. Il faut une terre grumeleuse, amoteuse un peu en profondeur sur 20-25 cm. Et il faut un lit de semences en surface très fin. Donc du coup, on passe plusieurs outils, on passe les dents, on passe la rotobèche, on finit par la fraise en surface. Non. Et puis il faut du sable, là tu as 40% d'argile. Ah ouais, complet, ouais, complet. Pour ça, j'étais assez surpris. J'ai essayé de pousser, laisser un peu plus loin, derrière une culture de courge, surtout à leur sol, quelque chose à l'extérieur qui a passé tout l'hiver dans la flotte, une terre un peu compactée. Mais derrière ça, un test bêche, du coup, où la bêche rentrait quand même relativement bien. Je me suis dit, on va tester, hein. Il y avait de la bâche, il n'y aura pas trop d'enherbement. Je vire la bâche, je sème ma carotte, même le semoir, il avait un peu du mal à rentrer parfois. C'était un peu dur. La carotte a bien levé, j'étais assez surpris. J'ai fait ça à petite échelle pour essayer parce que j'y croyais un peu, je voulais y croire mais je n'étais pas sûr du résultat. Et en plus la racine du coup était très peu fourchue, elle a réussi à traverser. Là par contre, j'ai eu un résultat du coup très médiocre, la culture a patiné pendant longtemps,
C'est-à-dire que j'en ai semé un mois plus tard qui ont été récoltés avant. Et là, le problème que j'ai eu, c'est une carence azotée. C'est-à-dire, du coup, j'avais d'un seul coup, comme ça, d'un seul, stop du travail du sol, terre humide, printemps, froid, la carotte, elle est partie, elle a germé, mais elle a ramé comme pas possible. J'avais une carence azotée parce qu'il y a moins de minéralisation, parce qu'il n'y a pas de travail du sol, il n'y a pas de réchauffement, il n'y a pas tout ça. Donc ça a été une culture qui a végété à cause du manque de fertilisation dans ce cas de figure-là, parce qu'il n'y a rien eu d'anticipé vraiment en amont, de mettre du coup du compost quel qu'il soit, d'un engrais vert ou quoi que ce soit. C'était une culture de courge. Et là, on peut aller droit à la catastrophe. Et globalement, quand j'ai des échecs sur mes essais de non-travail du sol ou d'enchaînement comme ça, c'est très souvent à cause d'un manque de fertilisation. Et peut-être que si tu avais semé ta carotte, on va dire mi-juin, ce serait peut-être totalement différent. Ça aurait pu être différent. Là, c'était la première série février. C'était février, ouais. Donc c'était lent, froid. Mais dans tous les cas, c'est vrai que dans la phase de transition, le besoin azoté, il faut y faire gaffe. Ouais, il faut y faire gaffe parce que j'ai pas tant de reliquats que ça, j'ai pas tant de minéralisation de matière organique. Dans d'autres endroits, c'est pas le cas. Je m'amuse à faire des tests azote par endroit, notamment là, on vient de voir du coup les épinards derrière tomates. Je suis à peu près encore à 100 unités d'azote à la plantation des épinards après tomates. Donc c'est tout à fait correct et suffisant. Pour l'épinard, il n'y a pas eu d'apport de fait pour la culture d'épinards. Donc là, on est presque fin septembre, et ben, je vois que tes melons, ils sont super beaux encore, Guillaume. Ouais, il y en a, et il y en a depuis, je récolte depuis début juillet ces melons. Et ces melons, ouais, ça a bien fonctionné, toute une serre de melons comme ça. En plus, l'hiver dernier, c'était des épinards que je garde jusqu'à fin mars. Après, ils montent à graines, ils ont fait leur cycle. Et ce qui s'est passé ici, c'est que j'avais du chou-fleur de près à planter et j'en avais fait un peu trop. Du coup, entre deux coupes d'épinards, je me suis permis d'enlever le chou-fleur. Du coup, c'est planté à faible densité. Donc, j'ai sacrifié quelques plants d'épinards après avoir fait une coupe. Donc, je coupe tout pas à ras, mais je coupe tout là. Et ça m'a permis de planter en février des choux-fleurs dans la culture d'épinards, qui ensuite a refait la dernière pousse avant de la couper. Les choux-fleurs ont démarré dans cette culture-là. Donc gros gain, parce que là il y avait des arceaux, il y avait des voiles, donc il y avait de la protection, donc il y avait du temps passé. Et ce temps passé, il était et pour les épinards et pour les choux-fleurs. Et donc c'était un essai, ça s'est fait comme ça un petit peu, c'était pas trop prévu de planter une culture dans une qui n'est pas encore finie. Et c'est assez dur ça à planifier pour le coup. J'ai trouvé ça très bien parce que les choux-fleurs ont été jolis, ont été assez jolis les choux-fleurs, très beaux. Mais c'est assez dur de planifier ça. Et ensuite, du coup, quand les choux-fleurs avaient aussi démarré, que les épinards étaient finis, je me suis même du coup permis de planter les melons entre les choux-fleurs, un peu partout, sur un seul rang du coup au milieu. Et là, ça a marché à 80%. Il y a eu un échec, du coup sur cette planche-là. Les melons ont eu du mal du coup à démarrer, le chou-fleur du coup avait déjà pris le dessus, et puis le melon, il s'est retrouvé qu'il n'a pas marché. Donc j'ai recommencé après coup, une fois que les choux-fleurs étaient finis, là j'avais fait attendre mes plants de melon en les repiquant dans des pots, dans des godets plus importants pour les faire attendre. J'ai fini ma culture de chou-fleur et j'ai planté mes melons dedans. Et donc ça a bien fonctionné. On pourrait imaginer comme ça des successions de cultures à des périodes où l'espace sous serre du coup est très précieux et très rare. Bon, c'est un sacré casse-tête du coup à planifier, sachant qu'on ne sait pas exactement d'une année sur l'autre, ça varie légèrement, c'est pas à la semaine près. Mais on peut imaginer quand même du coup qu'il y a du travail à faire dans ce sens-là pour essayer d'optimiser l'espace sous serre. Et la culture de melon, ici, elle est 100% en aspersion. C'est pas le mieux, on pourrait imaginer du goutte à goutte. J'en ai installé par endroits, je m'en suis jamais servi de la saison. Et par contre, pour le melon, je conduis. Il n'y a pas eu de traitement, de bouillie bordelaise ou pas, il n'y a absolument rien eu ici. J'ai simplement, avec la débroussailleuse, à 2 reprises, passé la débroussailleuse dans les allées, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Et par contre, je conduis l'arrosage de façon assez précise, où pendant tout le début de culture, pendant tout le temps où le melon il est en période végétative, qui fait de la feuille, qui fait de la branche, je reste sur un sol qui est avec une réserve
facilement utilisable, un confort pour la plante vraiment. Donc des arrosages assez fréquents, je fais jamais sécher le sol. Et par contre, dès que j'ai un fruit qui commence à être un stade grossissement, on peut peut-être trouver ça parce qu'il y a des nouveaux fruits encore qui arrivent. Voilà, ce stade-là, bon, je me permets de l'arracher, celui-là il n'ira pas jusqu'au bout. À peu près ce stade-là, donc je change complètement de politique d'arrosage où là j'assèche le sol, mais pas complètement, je continue des arrosages, je reste en fait autour des 70-80 centibars pour ceux à qui ça va parler, qui utilisent des tensiomètres. Donc tensiomètre c'est ça, c'est ce qu'on a ici, c'est simplement une bougie poreuse, on peut peut-être la sortir, hop. Ça ressemble à ça, c'est une bougie poreuse, une colonne d'eau et comme un baromètre en fait, et avec une aiguille, et donc plus l'aiguille elle monte et plus le sol il est sec. Et l'idée du melon, pour l'entretenir assez longtemps, c'est d'avoir un sol sec et d'arroser par au-dessus, ou en goutte à goutte, mais simplement de donner à boire à la plante sans mouiller le sol. Le melon, c'est vrai que il est assez difficile, il est assez exigeant, mais pour avoir un melon de bonne qualité, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau, sinon c'est de la courge, c'est pas bon. Et d'un autre côté, si on arrête complètement les arrosages, le melon il meurt parce qu'il a trop soif et que du coup on ne le tient pas assez longtemps. Là, ça fait 2 mois et demi que je récolte du melon dans la même serre. Ça a bien marché cette année, ce sera peut-être pas toujours aussi bien, mais en tout cas là c'est bien, et les cultures du coup je les ai fait prolonger comme ça. L'idée c'est d'avoir une petite croissance végétative mais assez faible, et surtout que la plante mette toute son énergie sur les fruits et la formation des fruits. Et pour ça du coup il faut un minimum d'eau quand même. Et là, au niveau de la semence, pour le melon, Là, le melon, c'est tout de l'hybride. J'ai 2 variétés de semences différentes. Je ne m'en souviens plus tout à fait, c'est peut-être Jenga, Makeba, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'en melon, j'ai essayé le petit gris de Rennes ou même du melon jaune espagnol. C'est quand même plus dur d'avoir un résultat, d'avoir une qualité quand même fiable et dans la durée, etc. Le petit gris de Rennes, il y a des fois je l'ai très bon, il y a des fois il n'est pas bon du tout. Sur melon, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un melon qui tient la route, qui est très bon tout le temps en semence hybride là pour le coup. Et sur des semences paysannes, est-ce que tu avais des problèmes de calibre, des melons qui fendent? En fait, du coup, ça fait des énormes pertes. Ouais. Et du coup, après, y a plein de gens qui disent pourquoi vous faites des F1, mais pourquoi vous achetez pas des melons non calibrés? Il y a quelques cultures comme ça où c'est vrai que les hybrides tranchent vraiment avec la variété paysanne. Sur la qualité, sur l'aspect, le melon, les gens sont très exigeants. Hein. On a des cultures comme ça où sur la qualité gustative, melon, fraises, même les tomates aussi un petit peu, les gens sont très très regardants, quoi. Un melon qui est juste moyen, les gens sont déçus. Il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit juteux, il faut qu'il soit sucré, et il faut qu'il soit aussi du coup beau. Les gens ont du mal à choisir un melon, ils ne sont pas très connaisseurs. Et c'est vrai que pour le coup, pour ces cultures-là, l'hybride se démarque vraiment. Pour le chou aussi, les choux-fleurs ou autres choux, on a des bien meilleurs résultats sur choux-fleurs, notamment brocoli, sur l'hybride que sur de la population. En termes de fiabilité et de résultats, c'est très aléatoire. Ouais. C'est vrai que les autres cultures, les semences paysannes, j'ai été souvent déçu, et c'est dur d'être déçu de perdre toute une série, toute une culture parce que ça part en vrille, parce qu'ils ne sont pas bons, parce qu'ils fendent, parce qu'ils sont trop petits. C'est risqué pour nous, c'est risqué. Nous, on n'a pas tant d'essais que ça dans une vie, on ne peut pas essayer tant de variétés que ça. Quand on se foire, du coup, c'est dur de rééquilibrer. On fait plein de cultures différentes, mais il ne faut pas en louper trop. Et c'est un outil comme un autre, ces semences-là, mais qui est, pour moi, du coup, je prends quoi. Donc là, dans les stratégies de fertilisation, tu nous as parlé au début des produits comme du compost que tu utilisais. Après, tu as cherché des matières toujours plus brutes que tu additionnes dans ta stratégie de fertilisation avec du bois apporté. Et là, dans cette serre, tu as fait du sorgho, c'est ça que tu m'expliquais? C'est ça, ouais. Ici, donc, dans cette serre-là, c'était du sorgho, 2 planches de sorgho, 2 planches de millet. 6-8 semaines à peu près de culture, de quoi avoir des belles hauteurs, surtout pour le sorgho qui est très très poussant sous abri l'été. Et avec différentes modalités où donc c'était derrière la courgette.
petit aparté très rapide sur la courgette. Courgette, c'est même itinéraire que les tomates, c'est planté hyper tôt, avec arceaux, voile, culture aussi sur les bords. Donc pareil, on rajoute encore 200 salades ou choux chinois ou fenouil ou machin en même temps que la courgette. Tout est protégé en même temps. Ça produit très tôt. Et à la suite des courgettes, donc j'ai enlevé toutes les Quand bâches. est-ce que tu enlèves tes courgettes? J'ai enlevé les courgettes fin juin. D'accord, Ouais. c'est quand celles du plein champ prennent le relais? C'est ça. Et puis fin juin, ça commence à moins se vendre. J'ai des créneaux, je suis engagé sur certaines périodes aussi. Et finalement, j'ai récolté d'avril. J'ai commencé en avril, mai, juin. Sur une serre comme ça, c'est 1,5 tonne à 2 tonnes de courgettes récoltées. Sur ce petit créneau-là où la courgette se valorise quand même du coup très bien. En plus des cultures associées, c'est des itinéraires qui sont très rentables. Mais qui demandent beaucoup d'énergie et qui demandent de tout faire de bonne heure et puis d'ouvrir, fermer sans arrêt. Et des ruches à bourdon ou des abeilles. Donc comme j'ai des abeilles aussi, c'est vrai que j'ai mis des ruchettes pour la fécondation, comme on est un peu à contre-saison. Mais là je m'écarte, on revient du coup. Donc après j'enlève ces bâches où il y avait les courgettes. Je sème mon engrais vert à la volée et j'ai mis par-dessus une benne, j'ai mis par-dessus du coup 1 à 2 cm, soit de compost de déchets verts, soit de BRF. Il m'en restait pour voir si ça germait aussi bien dans l'un que dans l'autre. Oui, c'est le cas. Pas de différence notable sur la germination ni sur la culture. Donc les deux modalités ont fonctionné de la même façon, je n'ai pas vu de différence. Et ensuite, j'ai broyé l'engrais vert, donc en avançant doucement avec le tracteur, j'enjambe les planches, là je roule ici. Et je broie du coup en avançant très lentement, etc. Je broie assez fin. Tu broies avec quel outil? Avec un broyeur à fléau, un broyeur à marteau, fléau. D'accord, ce qui te pareil. permet de laisser à peu près le résidu sur la planche Ouais. et pas Non. comme si tu avais un gyro ou quelque chose qui projetterait sur le côté. Ouais, là vraiment ça fait un résultat quand même assez propre, c'est haché assez finement, plus ou moins. Là quand on est sur le flanc de la butte, comme le broyeur, finalement lui il est droit. Donc sur le flanc de la butte, on a des brins un peu plus longs, mais dedans normalement, du coup, c'est quand même un petit peu plus fin. Bon. Et après, il y a ce qui est couché aussi dessus. Donc là, on l'a encore. On l'a encore parce qu'il y a eu juste un broyage, il n'y a pas eu de travail du sol derrière. Il y a eu de l'occultation parce que le sorgho, même s'il arrivait assez haut, il était en pré-floraison, mais pas tout à fait. Donc si j'avais mis ces bâches et planté tout de suite, le sorgho repartait. Donc j'ai eu besoin d'avoir 3 semaines d'occultation. Il les fallait les 3 semaines parce qu'au bout de 2 semaines, j'avais mes mottes, enfin pas mes mottes, mais mes pieds de sorgho qui n'étaient pas tout à fait morts encore. Alors que 3 semaines, c'était bon, tout était mort. Donc j'ai eu 3 semaines d'occultation après mon engrais vert. C'est vraiment à prendre en compte quand on fait nos itinéraires. Avec la bâche qui est là sur le côté? Ouais, tout à fait, ouais. Avec la bâche d'ensilage en plein. Et donc voilà, 6 à 8 semaines, 6 semaines d'engrais vert suffisent. Il faut rajouter 3 semaines d'occultation. Là, on enlève les bâches. J'ai installé les toiles hors sol pour des soucis de commodité un petit peu, d'avoir les bonnes densités pour pouvoir planter avec un gain de temps. Et c'est aussi une culture longue, c'est pas une salade ça, c'est une culture que je vais garder quand même jusqu'au mois de mars. Donc sans bâches, j'ai quand même un peu d'enherbement qui se fait au fur et à mesure. J'aime bien les avoir et puis c'est les mêmes bâches que pour la salade ou autre. Je suis à 12 trous mètre carré globalement. Et là en termes de plantation, là tu plantes avec ta langue de chat et voilà. Et tu es à 200 pieds minimum de l'heure à peu près comme tu nous as expliqué sur l'autre endroit. Ben voilà, ça correspond à peu près à ça, ouais, 200-300 à l'heure alors qu'auparavant c'était plutôt le double. Donc ça prend plus de temps. Bon, il n'y a pas eu le temps du travail de sol, il y a peut-être d'autres gains à d'autres endroits, mais bon, c'est vrai que le niveau plantation, c'est quand même pas négligeable le temps rajouté. Et peut-être que tu vas faire plus de coupes? Peut-être. En tout cas, ça me plaît. Visuellement, ça me plaît d'avoir toute cette matière en surface. Pour la vie du sol, ça peut que être gagnant. J'avais un peu peur, normalement, des fois derrière un bel engrais vert comme ça a tendance à pomper toute l'azote du sol. Et du coup le restituer mais bien plus tard. Et je me suis aussi amusé à faire un petit test azote pour voir les reliquats et on est très haut en fait, c'est assez étonnant sur certaines modalités et j'ai comparé du coup là où il y a eu d'apport de compost en surface et là où il y a eu BRF pour essayer de voir s'il y avait une différence, si le BRF aurait éventuellement pompé une partie de l'azote disponible du sol. J'ai l'impression que oui, c'est à refaire, mais dans mes tests je suis à 200 unités de reliquats là où il y a eu du compost.
et une centaine là où il y a eu du BRF. Donc c'est un essai, c'est pas à prendre au pied de la lettre, il faut refaire voir, mais il se peut quand même que le BRF en surface ait mobilisé une partie de l'azote. Mais en tout cas, j'ai des gros reliquats et peut-être que la culture de courgettes était surfertilisée, j'en sais rien. Bon, en tout cas, on est sous serre, ça ne va pas se lessiver. Donc c'est très bien d'avoir un gros stock de matière organique et d'avoir de la matière à décomposer parce que tout ça, ça va m'équilibrer mon azote et le faire durer pour l'année prochaine. Et donc là, tu vas récolter des épinards et après tu y remets une courgette? Non, je ne remettrai pas de courgettes ici, elles vont aller du coup à un autre endroit. Je ne remettrai pas de courgettes ici. Ici, il me semble que ce sera de la carotte. Non, même pas, parce que ça ne passera pas. Ici, je ne sais plus ce que c'est. Le planning, en fait, est assez important, assez imposant, où vraiment je le réactualise au fur et à mesure de l'année. Chaque année, il évolue, et je le recale un petit peu. Je passe beaucoup de temps sur mes petites tableurs Excel pour caler justement toute cette planification de culture, d'optimiser la place sous serre, de voir comment je peux m'y prendre. Et ça me permet aussi d'avoir l'historique des années précédentes, de voir quand est-ce que je vais récolter si je sème à telle période. Enfin, c'est assez important pour ça, la prise de notes en saison, les remarques qu'on peut faire, parce qu'on a tendance à oublier ou à mélanger un peu. Quand on nous demande l'an dernier comment était telle culture, comment ça s'est passé, souvent on ne sait plus trop. Donc la prise de notes et le calendrier, pour moi, c'est assez important. Et là, au niveau de ta planification, tu es que sur toutes tes planches, elles sont standardisées à 32 mètres de long et il y a 1,30 m de large. Ouais, c'est ça. Tout est exactement pareil. Donc ça, c'est une bâche. Je trie mes bâches un petit peu par densité, mais en tout cas, toutes les longueurs sont identiques. Ça, c'est une bâche aussi qui pourrait être qui a eu de la salade cet été en extérieur, en plein champ, et qui se retrouve ici pour les épinards d'hiver. Épinards d'hiver qui ont un peu du mal, qui galèrent un peu. J'ai des soucis dans ces serres-là, c'est les premières serres que j'ai eues là. Dans ces serres-là, il y a de la courtilière, c'est un genre de taupe grillon et ça fait des galeries partout en surface. Et en fait, ça ne mange pas les plantes, mais ça sectionne partout où ça passe. Et ça fait un réseau, mais partout. Et ça me sectionne plein de plantes. Et ça casse les racines. Et la plante, du coup, soit elle en a une autre, elle essaye de repartir, soit elle crève complètement. Et les ravageurs, on en vient un petit peu là, c'est pour moi du coup un gros souci, surtout avec le temps. Au démarrage, il y en avait moins, et à force, ça fait 11 ans du coup qu'il y a des légumes. Toute l'année, 12 mois par an, il y a à manger pour les ravageurs, il y a des conditions qui sont réunies, et c'est des problématiques qui augmentent avec le temps. Alors que les cultures, les itinéraires, les variétés, tout ça, ça se cale de mieux en mieux et ça marcherait de mieux en mieux. Mais les ravageurs, ici, du coup, mes problématiques, c'est tout ce qui est rongeurs, campagnols, mulots. C'est assez embêtant. Travail du sol ou pas, hein, j'ai envie de dire, dans les deux cas de figure. Hein. Et parce qu'il y a aussi pas mal d'utilisation de bâches plastiques, même s'il y a eu travail du sol. Et puis la courtilière, qui là où elle est présente, est hyper pénalisante. J'en viens même du coup adapter mon calendrier en fonction du cycle de la courtilière. Par exemple, là sur la courgette, ça ne va absolument pas poser problème. En mars, la courtilière n'est pas encore active. Du coup, la plante a eu le temps de bien démarrer, il n'y a pas eu de problème. Ben là, elle l'est encore et du coup, elle fait du mal du coup à mes épinards. Il y a des galeries partout, ça casse les mottes, ça coupe des racines. Donc elle devrait se calmer bientôt, mais c'est hyper chiant et j'ai du mal à... C'est très dur de cibler un ravageur qui est présent dans le sol. Tout ce qui est aérien, c'est plus facile. On a des pulvérisations plus ou moins efficaces. J'en ai très peu. Il y a un peu de pucerons au tout démarrage de saison sur concombre et puis aubergines. Souvent, on passe un peu une huile là, fine là, du coup, qui vient un petit peu l'asphyxier. On fait un petit traitement ou deux et puis après, tout de suite, la nature après, du coup, prend le relais une fois que les auxiliaires sont présents. Mais tout ce qui est dans le sol, c'est beaucoup plus contraignant. J'ai du mal à m'en défaire. Et après, on verra aussi peut-être d'autres problématiques qui sont chevreuil, ragondin, des choses qui sont, enfin pas le ragondin n'est pas fréquent chez au grand monde, mais le chevreuil oui. Là, c'est plus facile, c'est plus gros, on peut mettre des barrières physiques, on peut les tenir un peu à l'écart, mais pour moi, c'est le plus difficile, ça, rongeur et courtilière, parce que j'ai pas trop de solutions efficaces. Et sur la courtilière, j'ai entendu pas mal de maraîchers qui étaient passés justement avec de moins en moins de travail du sol et de plus en plus de matière. Ouais. Du coup, et c'est la courtilière qui émerge dans les systèmes et qui commence à poser un petit peu de problème.
Ouais, elle était déjà présente avant. Là, du coup, je suis dans une stratégie où il y a moins de travail du sol, il y a plus de matière. C'est son milieu, hein. Elle aime par exemple les tas de fumier, tas de compost. Bon, je tiens, pour l'instant, je continue, même si j'ai des pertes de culture, etc. Je continue en ce sens-là. Je ne vais pas non plus faire un élevage de taupes qui pourrait être qui pourrait être un prédateur de la courtilière. Je pourrais avoir d'autres problèmes après. Mais je ne sais pas si c'est souvent les ravageurs du coup ont des cycles quand même. J'essaie de trouver d'autres méthodes et pulvérisation d'ail à la plantation peut permettre peut-être de l'écarter le temps que la culture démarre. J'ai des pistes à explorer, mais honnêtement, pour l'instant, c'est une grosse problématique. C'est quoi ton seuil de tolérance de perte? Ça dépend du moral. J'en sais rien. Bah, disons que ce qu'il y a, c'est que ça remet un peu en question. Enfin, le travail du sol, la limite, mais ne résout pas le problème à 100%. Mais si là, je viens avec ma fraise et que je mouline tout sur 20-30 cm, je vais en tuer. Je vais faire du mal, je vais casser des galeries, je vais en tuer un peu. Mais je vais aussi aller dans un sens là que je ne veux pas trop aller et travailler le sol uniquement pour lutter contre la courtilière. Jusqu'à maintenant, je ne le fais pas. Parce que peut-être que dans 2-3 ans, hein, comme ça, il n'y aura plus de problème de courtilière, tu auras une régulation naturelle qui se sera créée. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal, ouais. Ce n'est qu'un pari. Et les ravageurs tendent à augmenter avec le temps, avec les années. C'est un problème. Malgré que tes sols soient de mieux en mieux structurés, construits, ouais. Et ça c'est vrai que... Mais on parle de macro-ravageurs, hein, tous les problèmes de vie du sol, des nématodes, de la plupart des problèmes qui embêtent les maraîchers, j'ai l'impression que c'est pas ceux que tu as. C'est pas ceux que j'ai, c'est pas ceux que j'avais non plus au début. C'est vrai que sur un milieu comme ça, où j'ai beaucoup de forêts autour, j'ai une grande biodiversité, en étant en bio depuis le début, il y a très peu de problèmes. Bon, il y a les incontournables, il y a de l'altise l'été quand il fait chaud et sec, on met des filets. Après, en traitement vraiment ravageur, en réalité, j'en ai pas, ou un tout petit peu, comme j'ai dit tout à l'heure, sur puceron au tout démarrage de saison. Mais après, il y en a très peu. Ce sont des petites surfaces avec des rotations, une biodiversité autour. Les problèmes, du coup, sont assez minimes. On n'est pas sur 2 hectares de monoculture fait chaque année, où là, on peut avoir des problèmes de nématodes ou autres. Et souvent, les nématodes, d'ailleurs, les problèmes de rotation, c'est au bout de vraiment très très longtemps. Quand on dit que la rotation, c'est bien de la faire, c'est pas parce qu'on va mettre 2-3 ans de suite une tomate ou un épinard au même endroit qu'on aura des problèmes, qu'il n'y aura plus à manger de bord parce que ça va manger du bord ou ci ou autre. C'est pas vrai, les problèmes de rotation, c'est vraiment à long terme qu'on peut en avoir. Moi, je le vois vraiment du coup comme ça. Dans mon fonctionnement, je pars d'une base où il y a un système qui tourne. Après, je ne suis absolument pas à cheval. S'il se trouve dans la même année d'avoir 2 fois de la salade, ce n'est pas un problème du tout. Enfin, pour moi, du coup, je ne vois pas du tout de problème à ce niveau-là. Les rotations, c'est à une autre échelle de temps. Par contre, une fois qu'on a le problème, des nématodes qui sont présents à cause de pas de rotation, on va garder le problème assez longtemps. Mais ouais, je ne suis pas à cheval sur les rotations. Ouais. Du coup, là, on est dans un de tes espaces de pépinière, entre guillemets. Du coup, tu fais tous tes plants un petit peu. Comment tu les fais? C'est quoi ta démarche par rapport à, justement aux graines et aux plants, quoi? Cette année, je fais tous mes plants. 100% de l'intégralité de mes plants, du coup, je les fais. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des années où j'achetais une partie de mes plants pour ce qui est les plants greffés, aubergines et tomates, où il y a eu des essais de faits. Cette année, j'ai décidé de tout faire. Et je suis équipé en serre à plants depuis presque le début. C'était un peu une volonté pour moi de faire mes plants et aussi je vendais des plants pour les jardiniers sur le marché. Ça faisait une rentrée d'argent au printemps, à une époque où il y a peu de légumes quand même. Maintenant, c'est quand même beaucoup de manutention de faire les plants et la vente de plants. C'est un job un peu à part et ça fait beaucoup de manutention, beaucoup de plants. Là, ça, c'est ma 2e serre où il n'y a pas de chauffage ici, il n'y a rien du tout. Donc, je les démarre à côté. Et puis, quand ils sont un peu grands, au printemps, je pars, les tomates ou autre, tout ce qui craint. Après, ça vient ici, une fois que les risques de gel sont un peu passés, pour la vente des plants. Et c'est beaucoup de manutention. On amène tout au marché, on ramène tout au jardin, on redistance, on réespace. C'est beaucoup de manutes. Et depuis que j'ai des serres supplémentaires, j'ai fait le choix de faire plutôt du légume primeur et d'avoir plein de légumes à vendre au printemps. Il y a plus de demandes aussi dans ces cas-là, il y a pas mal de monde qui fait les plants, qui les font.
Et donc j'ai arrêté la vente de plants, mais je continue de faire tous les miens. Ça me plaît. De faire le plan, ça me plaît, le vendre, ça me plaît pas. Après, c'est les choix de chacun, et puis c'est bien que ça bouge aussi avec le temps et les années, c'est pas toujours pareil. Et à cette époque de l'année, donc là il fait pas froid, je les mets ici. Il faisait même chaud d'ailleurs, à côté elle est plus chaude qu'ici. Là, mine de rien, il y a un petit ouvrant latéral un peu qui aère. Et là, c'est que du plein en motte actuellement, parce que c'est pour remplir les serres et le plein champ. Il y a les dernières plantations en plein champ, ça va être les oignons, des oignons blancs et des oignons jaunes aussi, adaptés pour passer l'hiver. Ça, c'est pour faire de l'oignon de conservation ou c'est pour faire des bottes d'oignons dès le printemps? On va avoir les deux. Enfin, conservation, c'est un grand mot, mais ça va être surtout de l'oignon botte au printemps. Et j'ai aussi dans le lot des oignons jaunes, adaptés comme ça au jour court, qui vont me permettre d'avoir des beaux oignons secs, mais très tôt, quoi. À partir du mois de juillet, j'ai du gros oignon sec et c'est intéressant, surtout que j'ai des restaurateurs du coup, avec qui je travaille, enfin une, qui m'en prend pas mal. Du coup, pour une partie, je le fais. Et c'est comme je disais, du coup, l'une des rares cultures que j'ai l'hiver en extérieur. L'extérieur, j'ai très peu de choses. J'ai beaucoup de cultures qui s'abîment. J'ai eu fait du coup du poireau, plein de choux, etc. Essayer l'oignon, l'échalote. Il y a plein de cultures qu'au fur et à mesure des années, j'ai décidé d'arrêter. Parce que mauvais résultat, pas tant en culture, encore que bon, ail, échalote, etc. L'hiver ici, c'est très humide. J'ai de la rosée très tard, ça tombe souvent malade. Et les poireaux, les choux, j'arrive à les avoir beaux l'été, l'automne, ça démarre bien. Et puis après, par contre, pour les faire durer, c'est la même histoire, ça tombe beaucoup malade. Et donc, c'est des cultures que j'ai décidé d'arrêter. Cultures que je réussis pas trop au fur et à mesure du temps. On n'est pas obligé de toutes les faire. Bien que je fasse du coup le marché de la vente directe, on n'est pas obligé d'avoir 100% de la gamme. Il suffit d'avoir quand même du coup une petite partie des légumes d'appel. Avec la verdure l'hiver, c'est plus intéressant pour moi, je trouve, d'avoir de l'épinard, de la salade, de la mâche. Ça, c'est très demandé en période hivernale. Et j'ai fait une croix sur d'autres. Je garde donc que les oignons dehors. Ma démarche, on ira plus tard du coup au plein champ, mais je veux du coup à l'automne, au mois de septembre, du coup j'ai déjà quand même là, ramassé pas mal de choses. Je plante plus trop. Et au mois d'octobre, fin octobre, il faut que j'ai tous mes champs de vide. Parce que j'arrive pas trop à garder des cultures, parce que c'est trop humide, je récolte dans de mauvaises conditions, j'abîme le sol ou autre. Du coup, là, depuis quelques temps, plus ça va et plus j'essaye de récolter tôt, anticiper, faire des cultures tôt, pas faire des cultures, une deuxième série du coup avec des navets, des radis noirs, asiatiques et compagnie, toutes les sortes. J'en ai eu fait, mais je limite un peu pour que fin octobre, mes champs soient vides, vides de légumes à vendre, alors si possible plein d'engrais verts, mis assez tôt en saison. On ira les voir même d'ailleurs, après on en reparlera plus tard des engrais verts. Et donc mon système c'est beaucoup en motte, donc j'ai une moteuse, une vieille moteuse mais qui fait le job. Et donc je fais beaucoup de choses en motte, les oignons comme ça, je préfère ça au bulbi, j'ai beaucoup moins de montaison. Je fais la même chose au printemps aussi pour l'oignon jaune de conservation. Là tu mets combien? 2, 3 graines, 3 graines C'est par ça, mini-motte? ouais c'est ça, 2 à 4 grosso modo, et puis pour avoir un résultat de 1 à 3 oignons par motte que je vais laisser. Et je vais planter à la même densité que les salades ou que les épinards à 12 plants au mètre carré. Et les oignons par comme ça 1, 2 ou 3, tous les 25 par 30, et ben, ils se poussent et il y a des bons résultats. Ça va assez vite, chaque motte finalement, c'est plusieurs oignons à chaque fois. Et je fonctionne comme ça. Donc là on peut voir les oignons, les épinards. Les épinards sont très beaux. De la salade. Les Sont épinards tous ils sont tout beaux, ouais, ils sont tous pris, c'est prêt à planter ça. Pourquoi la moteuse? La moteuse, ça a été un peu l'opportunité. Je n'étais pas forcément parti dans mon idée d'avoir une moteuse, mais ça a été un peu les petites annonces, le bon coin. Je cherchais du coup des petites serres et j'ai trouvé des serres à plant équipées avec cette même toile hors sol, la moteuse, des caisses, tout pour un prix intéressant. Et finalement, du coup, je suis allé chercher ça, j'ai tout acheté. Et puis je ne regrette pas du tout ce choix-là, parce que ça m'a orienté quand même à faire pas mal de mottes, à faire beaucoup de salades. C'est une culture du coup qui est intéressante, et quand on fait du coup tous les plants à la main, on sait que ça peut être un peu fastidieux. Et la moteuse c'est pas mal pour faire des grandes séries. S'il s'agit de faire 200 salades, ça vaut pas le coup de la démarrer, parce qu'après on la nettoie, etc. Mais à partir de 500, 1000 mottes, ça vaut largement le coup, j'en fais plein.
Et la mâche, ça représente beaucoup de mottes. Là, on la voit, celle-ci, elle a 2 semaines, c'est un semis d'il y a 2 semaines. Donc ça va être prêt à repiquer dans une semaine encore. Et toutes les deux semaines, comme ça, je vais en semer. Donc là, dès demain, je ressème une nouvelle série. Et comme ça, une bonne partie de l'automne, tous les 15 jours, j'en sème. Et pour espérer, du coup, en avoir tout l'hiver. Bon, on va profiter de cette accalmie pour aller faire un petit tour en plein champ. Là, on est devant les carottes. Ouais, tout à fait, ouais. En plein champ, je fonctionne avec 5 parcelles, 5 blocs que j'appelle, de 1000 m² chacun, du coup 32 de long, entre 30 et 33 de large. Et j'ai un système de rotation à peu près de 5 ans finalement. Chaque culture va se déplacer d'une parcelle chaque année pour avoir ma rotation. Après, il n'empêche que des fois, il y a de la salade qui peut être sur plusieurs blocs, et donc pas forcément de rotation de 5 ans exact, mais il y a une idée de rotation. Et là, c'est la carotte, on est devant la carotte de conservation. Donc j'ai eu fait du coup 2 séries de carottes bottes sous serre, et puis ensuite 2 séries minimum en plein champ. J'en sème tous les mois, à partir de février, mars, avril. Ça, c'est un semis de mi-mai pour la conservation. Là, la carotte est prête. Elle est prête à être récoltée. Il y a cette parcelle-là, elle était en engrais vert l'hiver dernier, mais un engrais vert seigle poivet, c'est quelque chose de très classique, mais pas du tout pas idéal dans le sens où souvent on la détruit alors qu'elle est petite. On fait ça pour couvrir le sol un peu, pas le laisser à nu l'hiver, mais ce n'est pas un intérêt phénoménal non plus pour le sol et en pousse, quoi. On le détruit bien trop tôt. Ça apporte pas grand chose, mais ça évite de perdre. Voilà, et puis il y a une activité des racines, il y a une vie entretenue, donc voilà, c'est déjà mieux que rien. C'est mieux que rien. Et donc sur cette modalité-là, ici, donc, il y a eu broyage de l'engrais vert. Sur celle-ci, j'avais des planches qui avaient un petit peu du coup souffert. Quand je dis souffert, c'est-à-dire qu'on voyait moins les allées, les buts, etc. Du coup, j'ai repassé un coup de fraise du coup en surface, ce qui m'a incorporé légèrement l'engrais vert. Et j'ai bâché pour un temps de 6 semaines. C'est le minimum, j'aurais aimé un peu plus, mais 6 semaines, c'est le minimum pour bâcher, pour faire un beau faux semis. Donc bâche d'ensilage intégral, donc ça fait beaucoup de manipulation de plastique quand même, ne serait-ce que même juste 1000 m². Mais ah oui, avant de bâcher, donc j'ai mis du compost de déchets verts avec 2 modalités. Soit incorporé, donc quand j'ai incorporé mon engrais vert, j'avais aussi du coup mis un peu de compost. Un peu de compost, c'est une benne du coup par planche, ce qui correspond à une benne de tracteur que je fais à la main. Donc j'enjambe la planche, il y en a un au tracteur, l'autre au croc derrière qui fait tomber. Et c'est 150 m³ du coup hectare en équivalent. Ce que j'appelle une benne, c'est ça. Et donc il y a quelques planches qui ont été incorporées, d'autres laissées en surface. Ici c'est laissé en surface, donc on voit bien, on voit bien encore le compost en surface. Donc là il reste surtout le bois, les gros morceaux. Pour faciliter la levée, ce que je fais maintenant de plus en plus, donc bâchage 6 semaines minimum, surtout que c'est au printemps. Et puis j'ouvre les bâches, je passe le semoir, évidemment sans retourner, sans gratter quoi que ce soit. Et puis j'arrose, si le besoin en est, mais en général ça l'est. Et je referme avec les bâches. Donc les bâches, je les mets juste sur le côté, je sème, j'arrose, je referme. Je referme pour, là on est au mois de mai, mi-mai, ça va très vite, les jours sont longs, 5-6 jours. 5-6 jours, histoire en fait de m'assurer d'avoir un lit de semences qui soit bien humide, qui reste humide en permanence, que la graine reste vraiment dans une humidité importante. Et donc je sème au semoir après avec un réglage 2 graines tous les 4 cm, enfin un équivalent d'une graine tous les 2 cm, c'est mon repère. Et puis pas d'éclaircissage, jamais on éclaircit, c'est beaucoup trop long. Et ça a très bien levé, ça a un peu mieux levé là où il y a eu le compost que là où il n'y a pas eu le compost. Et ça a démarré aussi un peu plus fort. J'avais des planches légèrement plus en avance sur les parcelles avec compost. Voilà,
c'est juste un constat à voir, mais ça germe très bien. Un semis légèrement plus profond dans le compost, c'est-à-dire 1 cm à 1,5 cm, alors qu'en terre nue, je suis à peine un petit centimètre, le réglage du socle du semoir. Et là derrière, quand j'ai ouvert, j'avais la possibilité, s'il y avait de l'herbe qui avait encore germé, donc quand j'ai ouvert, la carotte était sur le point de germer, mais pas tout à fait. J'aurais pu faire un désherbage thermique. J'ai une petite bouteille et puis avec une lance à la main. Ce que je fais parfois, mais là ce n'était pas nécessaire, il y avait vraiment très peu de levée d'adventice, donc ça n'a pas été le cas. Et après en termes de désherbage, ça a été pas du tout à la sarclette, ça a été du désherbage manuel, mais très peu. Très peu. De l'os, je crois, si je mets tout bout à bout, je suis passé 2 petites fois à la main, c'est moins de 10 heures dans toute la saison pour 1000 m². Donc par rapport à d'autres modalités que j'ai pu connaître avant, c'est quand même très peu. Et là, en fin de culture, prêt à la récolte, c'est tout à fait correct, c'est parfait, c'est très très bien. J'ai les 2 premières planches qui sont bien enherbées. Et ces 2 premières planches, en fait, il n'y a pas eu la bâche tout de suite parce que j'en manquais, j'avais pas suffisamment de bâche dans un ensilage. Du coup, il y a eu quelques semaines, il y a eu 2-3 semaines en moins de bâchage. Et c'est flagrant, l'enherbement est flagrant, il y en a beaucoup plus à côté. Et au niveau des calibres des carottes, là, tu sens qu'il va avoir moins de production? Alors ça Parce que coïncide c'est un en peu plus, enherbé, mais ça va, quoi. ouais, et en plus de l'enherbement qui a davantage, les premières planches, c'est de la variété de la semence paysanne. J'ai Rodelica et Colmar. Et alors que le reste, c'est de la F1, Miami et Naval. Et donc, c'est pas du tout les mêmes comportements. On voit que le feuillage, du coup, est plus vert foncé. C'est des cycles un peu plus longs et c'est des plantes plus vigoureuses, plus costauds. J'ai moins de densité parce que j'ai des semences qui germent moins bien. Je remarque ça presque tous les ans sur la semence paysanne. C'est d'autres boîtes semencières à qui j'achète et j'ai souvent des germinations bien moins bonnes. Donc avec le même réglage et une densité bien inférieure, j'ai donc du coup du gros calibre. Et sur des variétés qui sont solides, qui sont grosses, avec des gros collets, ça fait de la grosse carotte. Il ne faudrait pas que ce soit encore plus gros, ça serait fait de la carotte fourragère, sinon après on tomberait dedans. On peut aller en sortir un peu et je suis du coup à 5 à 6 rangs par planche. Donc j'essaye de mettre quand même un maximum de rangs par planche. 5 à 6 selon comment ça passe avec mon semoir, si j'y arrive. Et là, Parce que du coup, c'est un semoir monorang. ouais, c'est un semoir monorang et bras classique, assez courant. Et je fais bien attention au réglage, au démarrage. Maintenant, avec le temps, je les connais, mais c'est pas du luxe la première fois pour se faire la main ou autre de peser son paquet de graines avant de semer, de repeser pour être sûr à peu près de la quantité de graines qu'on met. Parce que sur des surfaces, bon, c'est pas de la culture légumière, ça reste à petite échelle, mais sur une surface de 1000 m², si on avait mis 2 fois trop de graines et qu'il fallait tout éclaircir, ce serait un boulot monstre, ce serait des heures et des heures. Donc de bien choisir, de bien avoir une bonne densité, pour moi je trouve que c'est intéressant. Et là, bon, on est en bout de planche, je ne sais pas trop si je vais même réussir à en sortir, mais ça c'est prêt quoi. Ça c'est prêt, c'est joli. Et là-bas, les variétés population sont plus importantes. Alors, il n'y a pas que ça. Là, j'ai vu qu'elles sortaient de terre, elles étaient belles. Il y a aussi des petites. Hein. Il y a du tri à faire. Mais c'est tout à fait correct, avec une belle densité, une culture du coup avec peu d'herbe. Donc là, on n'est pas sur un système sans travail du sol, il y en a eu, mais on peut l'imaginer à peu près de la même façon. Après, il y aurait peut-être aussi des fins d'azote, des choses qu'il faudrait un petit peu avoir à l'œil. Mais en tout cas, le bâchage, les bâches d'ensilage qu'on utilise beaucoup peuvent être un gain énorme en fait. Sur du faux semis, ça marche super bien. Et puis aussi pour aider à la germination, ça marche très bien, il ne faut pas avoir peur. Les premières années, j'avais même peur de mettre un P17 sur la culture, de me dire si elle lève la carotte sous le P17 en plein soleil, le plantule va sécher ou peut crever. Et non, pas du tout. Ça supporte quand même assez bien. C'est un faux semis, si on le laisse en place longtemps, que la plante ne peut pas faire la photosynthèse, elle finit par mourir. Mais le soleil, la température sous le plastique pour 1 jour ou 2 jours ne tue pas une plante si facilement que ça. Donc pas au mois de mai. Faut pas trop craindre, on a plus à gagner qu'il y a de risques. Quand c'est au printemps, sur les premières carottes bottes au démarrage, la levée se fait plus en 10 à 15 jours.
on peut laisser la bâche 10 à 15 jours. On peut s'amuser à mettre quelques graines de betterave avec. Dès que la betterave lève, on enlève la bâche. C'est quelque chose qu'on peut aussi envisager. La betterave germe un petit peu plus rapidement. Bon, là je ne l'ai pas fait, ce n'est pas nécessaire, mais ça peut réconforter quand on veut démarrer. Là, je vois que juste après, on a une parcelle avec des courges bâchées. Ouais. En fait, là, ça pourrait être ton précédent de culture pour ta carotte de l'année prochaine, c'est ça que tu vas faire? Ouais, voilà, voilà, tu as deviné, c'est tout à fait ça. Là, derrière les courges qui sont bâchées, donc les courges sont presque toutes récoltées, il m'en reste un petit peu, celles qui n'étaient pas tout à fait mûres. Donc là, ça va être récolté très bientôt. On est au 15 septembre. Je vais enlever les bâches parce que c'est la toile hors sol. L'an dernier, j'ai laissé la toile hors sol toute la saison. Et la toile hors sol, pour passer l'hiver, c'est pas idéal parce que le sol est gorgé d'eau. Et il y a quand même une compaction. Et surtout, un sol gorgé d'eau au printemps, bah, c'est pas génial. Donc là, je veux retirer toutes les toiles hors sol. Et si je le fais relativement tôt, cette année quand même, du coup, mi-septembre, tout est prêt à ramasser, je vais semer un engrais vert. Et sans travail du sol, juste semer à la volée, un petit coup de râteau par-dessus. Et puis je vais bâcher 2 mois avant de semer ma carotte l'année prochaine. Je pourrais faire un test azote pour voir ce qu'il en est, pour me réconforter, savoir s'il y a besoin d'aller faire des apports ou autre. Et puis en mélange, mais 15 septembre, je peux envisager peut-être une moutarde VS, quelque chose qui me permettrait d'avoir assez de matière avant l'hiver. Et je vais essayer autre chose qu'un mélange graminées-légumineuses qui va rester finalement à 15 cm au moment où je vais le broyer. Là, si j'essaye d'anticiper au maximum. Si ça pousse bien. Pardon? Une facélie aussi? Eh ben, la facélie, ouais, mais elle craint quand même le froid. Je ne sais pas si elle... Ici, je suis dans un contexte quand même où... c'est vrai que tu es en fond de vallée. Ouais, je suis en fond de vallée, hein. C'est froid. Déjà fin août, j'avais des matins à 5 degrés. Donc quand il se met à faire froid, c'est amplifié là en fond de vallée. Donc je me méfie, j'essaye d'avancer mon calendrier, c'est propre à ici, à du fond de vallée, et d'essayer d'avoir un engrais vert, quelque chose qui est fait, on va dire, un petit peu de matière organique avant les grands froids, avant décembre. Et ça, moutarde, navette, il y a aussi un peu de pois et de veste mélangés, il y a 4 graines. J'espère avoir un petit couvert quand même avant. Il y en a qui sont déjà semés depuis fin août. Donc ça fait 2-3 semaines et c'est déjà joli. Je pense que fin août ça passe largement, mi-septembre on verra. On va voir ça? Allez. Donc là on est devant tes parcelles d'engrais vert, ça a été semé du coup mi-août, c'est ça? Ouais, fin août, le 30 août, celle-ci les premières le 30 août. C'était derrière une culture de pommes de terre nouvelles, donc j'aurais même pu semer un petit peu en avance, c'était prêt un petit peu avant. Il y avait de la carotte aussi, c'était une parcelle où il y avait un peu diversifié, il y avait de l'oignon aussi que j'ai récolté. Et c'est dans cette idée d'essayer d'implanter des cultures d'engrais verts relativement tôt pour avoir une belle pousse avant les grands froids et pas être pénalisé au printemps. Ça va vraiment mal supporter l'hiver, les grands froids. Je vais pouvoir le bâcher et ça va se détruire très bien. Et ça va être des parcelles qui vont être cultivées dès le mois de mars pour les premières implantations. Donc je vais pouvoir, à partir du mois de janvier, mettre une bâche d'ensilage pour vraiment désherber ce qui restera, éventuellement les adventices et ce qu'il y aura. J'espère avoir un petit couvert intéressant. Et puis sans travail du sol, venir implanter mes cultures primeurs. Chose qui est plus difficile à faire quand on utilise des graminées. Dans ma rotation, j'ai quand même pas tant de crucifères que ça. Donc j'utilise la crucifère là, qui pousse vite à l'automne. J'en profite d'utiliser celle-ci. Voilà, c'est difficile pour moi d'envisager le non-travail du sol total en plein champ, sachant que c'est un fond de vallée. Là, il y a des flaques d'eau parce qu'il a beaucoup plu cette semaine. Malgré du coup, les efforts que j'essaye d'apporter, j'ai une infiltration qui reste limitée, j'ai la nappe qui est pas loin. Donc j'ai du mal à aller vers du non-travail du sol parce que j'ai une compaction naturelle qui se fait. Heureusement, j'ai un sol qui a une certaine résistance, j'ai pas de battance, j'ai un limon grossier, j'ai de l'argile, j'ai quelque chose qui se tient bien, qui a une belle structure naturelle. Mais ce problème de trop d'eau, un petit peu, vient me mettre des bâtons dans les roues à ne pas travailler le sol. Et d'un autre côté, ça m'encourage vraiment aussi à ne pas le travailler parce que rentrer sur une parcelle qui est humide au printemps, enfin pour moi, travailler à chaque fois, chaque année, pour la reprise du sol, faut attendre le bon créneau. Des fois c'est en février, des fois c'est en mars, pour avoir une longue période de sec avant de travailler le sol. Donc c'est vrai que si je peux
si je peux m'en passer et puis avoir une structure qui soit tout à fait conservée et correcte grâce aux engrais verts, ce serait jackpot. C'est ce que j'aimerais réussir à faire. Pour ça, il ne faut pas que j'ai trop d'eau qui stagne et des fois du terrassement, j'en ai fait. J'ai fait des fossés pour essayer d'évacuer l'excédent d'eau. C'est jamais tout à fait assez, mais c'est quand même en bonne voie. C'est quand même en bonne voie. Et là, Guillaume, qu'est-ce que tu as prévu de faire là sous cette bâche? Là, c'est un essai, c'est de l'influence cagnole et autres, où du coup, j'essaye quelque chose de très commun dans le monde du MSV, c'est-à-dire sur une prairie que j'ai fauchée et tout était restitué depuis plusieurs années. J'ai simplement mis une bâche d'ensilage, histoire de tuer la végétation en place. Et simplement, je vais venir au mois de mai prochain, venir faire des trous, mettre des plants, courges, pastèques. Je vais faire des essais dans ce sens-là et voir un peu comment ça se comporte. Et du coup, tous ces légumes, tu les vends comment? Et est-ce que tu gagnes bien ta vie? Est-ce que tu es satisfait de ça? Et peut-être que tu les satisfais maintenant, mais que ça a été pas forcément facile au début. Ouais, c'est jamais tout à fait facile au début, ouais. Il y a une belle progression qui s'est faite. Les premières années, évidemment, il y avait moins de surface, il y avait moins de serre, il y avait beaucoup de légumes, il y avait beaucoup de diversité. Et puis, mauvaise répartition. Si on fait autant de choux raves que de carottes, ça coince un peu. On manque vite de carottes, on a vite trop de choux raves. Donc, c'est vrai que tout ça, ça s'est adapté au fur et à mesure des années. Et ce qui a aussi pas mal évolué, c'est la proportion entre le plein champ et les serres. Maintenant, c'est vrai que j'ai 5000 m² de plein champ, ça tendrait presque à baisser, alors que les serres, je viens de les augmenter. Et j'ai 2 fois moins de surface de serre, et pour autant, je fais le double de chiffre d'affaires. Deux fois moins de surface de plein champ, peut-être? J'ai 2 fois moins de surface de serre, là actuellement que de plein champ. D'accord, ah oui, pardon. Et pour autant, ça dégage un revenu 2 fois supérieur au plein champ. Donc en fait, c'est 4 fois plus rentable au mètre carré. C'est aussi un choix que j'ai fait. On a bien vu qu'en plein champ, je faisais peu de cultures. Je suis à une culture par an à peu près, et parfois 2, mais c'est rare. Donc on peut en faire plus. Moi, c'est mon contexte un peu ici pédoclimatique qui veut ça. Alors que sous abri, je fais 2 cultures et demie par an. Et avec un chiffre d'affaires au mètre carré avoisinant les 15 € le mètre carré facile en serre. Alors qu'en plein champ, j'en ai beaucoup moins, il y a plus de pertes. Et c'est très différent. J'ai plus de 20 légumes sous serre alors que j'en ai à peine 10 en plein champ. Ça, c'est quelque chose qui a évolué au fur et à mesure des ans en fonction de ma commercialisation, des choix personnels aussi, et puis là, une certaine aussi du coup rentabilité. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore beaucoup, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, tout ça. Mais ça vaut le coup, je vis bien de ce que je fais maintenant. Ça a mis peut-être 3 ans, on va dire, avant d'avoir vraiment un revenu et de vivre de ça. Je vivais déjà, on va dire, j'avais déjà un salaire avant même de passer du coup un MSV ou quoi, telle n'est pas la question. Ça, c'est juste pour essayer des espoirs de faire mieux, de gagner du temps. Mais même sans ça, on va dire que l'expérience et faire moins et s'occuper bien de ce qu'on a, je trouve que c'est déjà un levier qui est hyper important de bien gérer son calendrier de culture. Ça ne sert à rien de planter quelque chose quand on a dépassé une date limite. Il faut connaître ses dates butoirs en fonction de sa région, de ses variétés, parce que sinon c'est de l'énergie gaspillée. C'est vrai pour le calendrier de culture, c'est vrai pour l'irrigation ou la fertie. C'est dommage des fois de s'en passer, de dire ben non, je ne veux pas, on n'a rien pour faire et du coup on peut perdre des cultures alors qu'on a mis beaucoup d'énergie dessus. Il reste des incontournables, c'est-à-dire les ravageurs, la météo, il reste déjà beaucoup de choses qui ne sont pas notre ressort et qui peuvent du coup faire capoter une culture. Mais au moins si on en loupe, au mieux on s'en sort. Aujourd'hui, je travaille un peu moins qu'auparavant, j'ai moins de surface et mon chiffre d'affaires monte chaque année. Donc c'est encourageant et c'est vrai qu'on n'est jamais assez organisé. J'ai encore plein de carences à plein d'endroits, mais c'est toujours mieux que quelques années auparavant. Et ça, les formations, la planification, l'anticipation, la prise de notes aussi au quotidien, ça aide. Tout ça, ça aide. Et il faut aller voir un peu comment ça se passe chez les autres. C'est intéressant, on apprend toujours. Et ça, c'est pour moi l'un des très grands leviers. Il y a la technicité en maraîchage.
en plus du point de vue agronomique qui reste au cœur de tout, central, mais qui ne fait pas tout non plus. Et en commercialisation, je vends tout sur Villefranche-de-Rouergue, donc à 15-20 minutes d'ici, avec un marché hebdomadaire sur 7 mois de l'année. Je ne fais pas tout le temps, j'arrête en plein hiver parce que j'ai la chance de faire partie d'un magasin de producteurs, Saveurs Paysannes, et on est 25 fermes maintenant associées, réunies, et avec toutes les productions confondues en local. Et du coup, c'est un bon débouché. Ça convient bien à la fois aux clients, aux producteurs, parce qu'on vend notre production toute la semaine. Les clients, du coup, trouvent la production locale toute la semaine. Et c'est une aventure humaine aussi. On est tout un groupe, on gère ce magasin-là tous ensemble. Et ça a une belle progression, c'est intéressant. Et en plus de ça, il y a ponctuellement aussi, je travaille avec la Biocoop de Villefranche. Et pour certains produits assez ciblés, la mâche l'hiver, au printemps aussi sur de la tomate ou d'autres légumes, mais c'est plus ponctuel. Et le temps passé à la commercialisation reste important, reste très important. Sur des petites surfaces un peu comme les nôtres, où donc on n'est que 2 à travailler, le temps passé à la vente, je ne sais pas, les ordres de grandeur, on dit souvent c'est autour de 30% dans ces cas de figure-là. Je pense que je ne fais pas exception, ça va être à peu près par là. Et c'est beaucoup. Et c'est beaucoup, c'est un point du coup que c'est un poste que j'aimerais bien un petit peu condenser, mais c'est pas c'est pas si évident que ça. La conversion prend du temps, il faut bien les choisir, et sinon on a vite fait de passer beaucoup de temps en dehors de la ferme. Et notre métier, c'est avant tout d'être producteur, pas que vendeur. Et moi, j'aime passer du temps au jardin, vendre, j'aime bien, mais quand ça me prend pas trop de temps. Ensuite, le temps de travail, il est important. C'est dur à quantifier parce qu'on est notre propre patron et qu'on se met souvent la barre assez haute. On ne compte pas les heures. J'ai du mal à dire. Je pense qu'en pleine saison, ça doit être aussi entre 40 et 50 heures par semaine. En basse saison, ça peut être très peu. Les extrêmes, c'est au mois de janvier. Ça dégèle à 11 heures. À 3-4 heures, on arrête de travailler. Il y a la pause de midi entre les deux. Mais ça ne dure pas très longtemps l'hiver, ça passe très vite, surtout quand on a pas mal de serres. Et en vacances, j'arrive à dégager des vacances en plein été. Ça demande un peu d'une organisation, mais je suis venu te voir du coup cet été, au mois d'août, pendant une semaine avec du camping. Ça fait une belle pause, c'est chouette comme tout. Mais une semaine, c'est déjà pas mal en plein été. Et ensuite, l'hiver, on peut se permettre aussi de prendre quelques semaines de vacances. Merci beaucoup Guillaume pour ton accueil. J'étais vraiment content de venir voir ta ferme. Merci à vous et bon courage à tout le monde. Et merci.